Exposé sur l'entretien des cheveux crépus et de la peau noire et des cheveux crépus, c'est ça. Surtout les cheveux. Ok. Donc, nous donnons la parole à notre conférencier. Merci. Mettez vos téléphones sous vibreur ou éteignez-les s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Nathurie Eben, je vis à Paris, j'ai 32 ans et je suis spécialiste des cheveux crépus. Je suis également formulatrice de cosmétiques, je suis aussi auteure du livre qui s'intitule Le retour au naturel ou comment s'occuper de nos cheveux crépus, dont la préface a été signée par la championne olympique Eunice Barber. Donc ce livre est sorti il y a à peu près un an. Et il explique en fait comment entretenir les cheveux crépus avec une réelle partie identitaire. Je suis également consultante pour différentes marques qui me consultent pour avoir des conseils sur différents ingrédients issus de la pharmacopée africaine. Donc je leur explique comment formuler des cosmétiques avec différents ingrédients qui viennent de chez nous. Et je suis également coach parce que j'organise des ateliers cosmétiques. Donc j'apprends aux gens à fabriquer leurs cosmétiques, à fabriquer leurs savons et aussi, donc je donne aussi des cours de maquillage. Donc voilà un petit peu tout mon travail là-bas à Paris. Donc pour commencer alors cette thématique de l'entretien des cheveux crépus, je vais déjà commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se défrise les cheveux. Vous m'entendez bien ? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on se défrise les cheveux en fait ? Les différents facteurs qui mènent à cette pratique dénaturante. Donc en fait, il y a différents facteurs qui mènent à la pratique du défrisage. On peut parler tout d'abord du facteur historique, donc de l'esclavage et de la colonisation. Donc à l'époque des négriers, de l'esclavage, quand on emmenait les esclaves vers les Amériques et qu'on les déportait d'Afrique, ces esclaves avaient perdu leurs outils de coiffure, c'est-à-dire les peignes à dents larges, les peignes réellement adaptées aux cheveux crépus. Et ces esclaves-là ont plutôt utilisé les peignes adaptées aux cheveux lisses, ce qui ne leur convenait évidemment pas. Ensuite, on peut parler du facteur social. Alors, il y a vraiment, on va dire, des canons de beauté. Il y a vraiment une hiérarchisation de la beauté. C'est-à-dire tout ce qui est beauté blanche est censé être plus beau, et tout ce qui est beauté noire est censé être moins beau. Et à cause de ça, les noirs souvent développent un certain complexe vis-à-vis des blancs. Donc ça, c'est vraiment le facteur social. Ensuite, il y a un facteur psychologique, donc ce que j'ai appelé aliénation et complexe. Donc c'est-à-dire qu'on est aliéné dans une pratique que l'on fait qui est mauvaise et on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Il y a aussi le complexe vis-à-vis de l'homme blanc parce qu'on a vraiment cherché à lui ressembler. Mais tout ça s'explique par différentes causes. Ensuite, il y a le facteur éducatif. C'est-à-dire que pour savoir entretenir des cheveux crépus, il y a très peu d'outils, très peu de livres, très peu de matériaux, très peu de choses là-dessus. Donc souvent, les femmes ou les mamans ne savent pas transmettre l'entretien vu qu'on ne leur a jamais appris. Et donc moi aujourd'hui, grâce à mon livre, j'ai écrit ce livre évidemment pour éduquer les femmes et les hommes et aussi les enfants à entretenir leurs cheveux de manière naturelle. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un cheveu. Alors un cheveu, qu'il soit caucasien, c'est-à-dire lisse, qu'il soit africain, crépus, frisé ou bouclé. Donc qu'il soit crépus, frisé ou bouclé, est composé de 3 parties. Donc tous les cheveux ont la même composition. Vous avez d'abord la tige. La tige, en fait, c'est la partie qui ressort du cheveu. Donc cette partie-là que vous pouvez toucher, c'est ce qu'on appelle la tige du cheveu. Ensuite, vous avez le bulbe et vous avez la racine du cheveu. Alors la tige du cheveu est elle-même composée de 3 couches. Vous avez tout d'abord la cuticule, le cortex et la moelle. Alors il faut savoir que la mélanine est la pigmentation qui donne la couleur noire à la peau ainsi qu'aux cheveux. Et la mélanine du cheveu se trouve au niveau du cortex. Donc si vous avez les cheveux noirs, il faut vous dire que c'est parce que votre cortex est pigmenté en noir. Si vous avez les cheveux blancs ou blonds, c'est parce que le cortex a perdu de sa mélanine ou alors il est
coloré en blanc. Voilà. Donc c'est vraiment le cortex qui détermine la pigmentation de la couleur de vos cheveux. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc la tige est composée d'acides aminés, donc notamment la kératine, qui vraiment c'est vraiment le principal constituant du cheveu, la kératine. Voilà. Ensuite, pour les différentes caractéristiques de cheveux. Donc vous avez en fait le cheveu lisse, et vous avez par exemple le cheveu africain. Alors les deux différences que vous pouvez y avoir, c'est très simple. Je vais vous faire une petite analogie. Si par exemple vous prenez un toboggan qui est tout droit, vous prenez un toboggan qui fait des zigzags. Le premier qui va arriver en bas, c'est le toboggan, c'est la personne qui prendra le toboggan le plus lisse. Le cheveu lisse, donc le cheveu caucasien, est un cheveu lisse raide, parce que le cheveu est formé comme des pailles tout droit. Le cheveu africain, donc le cheveu crépus, est un cheveu qui est formé sous forme de spirale. La différence qu'il y a entre ces deux cheveux-là, c'est que le cheveu crépus est un cheveu intrinsèquement sec, c'est-à-dire que c'est un cheveu sec par nature. Pourquoi ? Parce que les spirales que vous avez autour du cheveu ne permettent pas au sébum. Le sébum est la substance qui permet de lubrifier le cheveu et de le rendre moins sec. Donc sur un cheveu crépus, le sébum a du mal à s'écouler de manière optimale, ce qui fait que le cheveu est sec. Alors que sur un cheveu lisse, sur un cheveu de type caucasien, le sébum s'écoule de manière trop optimale parce que le cheveu est trop lisse. Ce qui fait que souvent, les blancs se plaignent d'avoir les cheveux qui régressent vite, donc d'avoir les cheveux gras. Et nous, les noirs, on se plaint d'avoir les cheveux très secs. Parce que justement, on manque de lubrification à cause des spirales qui fait que le sébum ne permet pas de s'écouler de manière optimale sur notre cheveu. Donc voilà vraiment la différence qu'il y a entre un cheveu caucasien et un cheveu africain. Ensuite, pour les cheveux, tout dépend en fait du climat où vous vivez. Le climat africain, donc c'est vraiment est un climat favorable aux cheveux crépus. Il n'aurait pas pu en être autrement vu que nous venons d'Afrique. Donc si nous venons d'Afrique et que nos cheveux sont crépus, c'est qu'il y a une raison. Ils ne sont pas crépus pour rien. Déjà, le cheveu crépus pousse en volume et en hauteur, parce qu'en fait, il agit comme barrière protectrice contre les rayons ultraviolets du soleil. Ensuite, le climat africain est un climat tropical, c'est-à-dire chaud et humide, à forte hygrométrie. Donc là, par exemple, moi, depuis que je suis arrivée ici au Cameroun, mes cheveux sont très doux, parce que je sens que l'air est chargé en eau. L'air est très très humide ici, donc malgré le fait qu'il fasse très chaud, qu'il fasse très chaud, il y a beaucoup d'eau dans l'air. Alors que dans les climats occidentaux, par exemple en France, c'est un climat tempéré, l'air est très sec. Ce qui fait que nos cheveux là-bas sont très secs. Et le climat européen est un climat hostile aux cheveux crépus, alors que le climat africain ou tropical est un climat vraiment favorable à nos cheveux. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème pour s'occuper de nos cheveux en Afrique. C'est beaucoup plus en Europe que l'on devrait avoir des problèmes, même si ensuite, après, il y a différentes techniques qui permettent d'endiguer ces problèmes-là. Donc, alors ensuite... le cheveu, en fait, a ce qu'on appelle un cycle pilaire, c'est-à-dire un cycle de vie. Le cheveu, il pousse, et puis ensuite, il tombe. Et tout cela s'explique de par son cycle de vie. Donc vous avez d'abord le cycle, la phase anagène, c'est la phase de croissance. C'est-à-dire que durant la phase anagène, le cheveu pousse, il est vraiment dans son meilleur état, il est vraiment à l'aise, il est vraiment bien, il pousse de manière optimale. Et cette phase dure entre 3 et 7 ans. Ensuite, vous avez la phase... catagène, c'est la phase où le cheveu stagne en fait. Le cheveu commence à... on sait qu'il va bientôt mourir. Cette phase dure à peu près 3 semaines. Ensuite, vous avez la phase télogène. La phase télogène, en fait, c'est la phase où le cheveu meurt, c'est-à-dire où le cheveu tombe. Et cette phase dure à peu près 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les cheveux que nous avons sur la tête ne peuvent pas être à la même phase. Parce que si tous les cheveux étaient à la même phase, il y a un moment où on se retrouverait chauve. Donc chaque cheveu est à un point différent de son cycle de vie, ce qui fait que le cheveu, nous sommes jamais chauves. Ok, quelqu'un a les cheveux doux? Tu perds tes cheveux? Non. Non, lui, c'est ce qu'on appelle une alopécie définitive, c'est-à-dire chez les hommes, une calvitie. Voilà. Donc dès que la phase télogène de chaque cheveu est atteinte, c'est-à-dire la phase où le cheveu est expulsé, en dessous vous avez un autre cheveu qui a déjà pris sa place et qui commence à repousser. On repasse sur la phase anagène, ensuite la phase catogène, ensuite la phase télogène. Donc voilà, le cycle pilaire, le cycle de vie des cheveux.
Alors ensuite, concernant le défrisage et toutes les autres pratiques dénaturantes. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi nous avons commencé à nous défriser les cheveux, comment est né le défrisage. En fait, le défrisage, d'après mes recherches, est né, on va dire, lors de l'esclavage. C'est-à-dire que les esclaves récalcitrants, qui ne voulaient pas se soumettre à leur maître, on leur plongeait la tête dans une solution d'eau et de soude, donc une lessive de soude, donc la soude caustique. Et en plongeant la tête des esclaves dans cette solution de soude, on s'apercevait que non seulement ils avaient des brûlures, évidemment, mais on s'apercevait aussi que les cheveux devenaient raides. Et ça, en fait, c'était, on va dire que les prémices du défrisage moderne étaient nées. Et ensuite, les Afro-Américains ont créé, on va dire, le défrisage moderne, qui est quand même moins nocif que la tête plongée directement dans une solution de lessive de soude, même si ça reste évidemment toujours très nocif, le défrisage. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, vous avez différents types de défrisage. Vous avez le défrisage à chaud, qu'on ne fait pratiquement plus aujourd'hui, c'était plutôt les grands-mères, les mamans qui faisaient ça à l'époque, il y a 20-30 ans, c'est-à-dire avec le peigne chaud. Donc on prenait un peigne, on le mettait sur du feu ou sur une plaque chauffante, et on défrisait le cheveu à chaud. Alors cette pratique-là n'altérait pas de manière chimique le cheveu, mais ça altérait réellement le cheveu parce que ça le fragilisait, ça brûlait le cuir chevelu et ça faisait extrêmement mal. Donc même si on défrisait à chaud et qu'il n'y avait pas de produits chimiques, c'était quand même très dangereux. Ensuite, vous avez les différents types de défrisage, on va dire modernes. Vous avez des défrisages qu'on appelle avec soude, donc soude alcali. Un alcali, c'est on va dire soude et potasse, soude caustique, potasse caustique. Donc dans les différents défrisages avec soude, vous avez ces ingrédients-là. Donc les alcalis peuvent atteindre jusqu'à 4% du total du produit, ce qui est énorme. Je rappelle que la soude sert à déboucher les toilettes. La soude est corrosive et j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse appliquer un tel produit sur ses cheveux. Et surtout que l'organe le plus important de notre être, c'est le cerveau. Et j'imagine même pas les problèmes qui peuvent se causer directement dans le cerveau en s'appliquant toute sa vie durant un tel produit. Donc il faut savoir qu'ensuite vous avez les défrisages qu'on appelle, donc, en fait en réponse à la dangerosité des défrisants chimiques, enfin des défrisants avec alcali, on a créé des défrisants ce qu'on appelle sans soude. Mais les défrisants sans soude ne contiennent pas peut-être de soude ou de potasse, mais ils contiennent d'autres produits tout aussi nocifs et corrosifs, comme par exemple l'hydroxyde de lithium ou l'hydroxyde de guanidine, ou alors même l'hydroxyde de calcium. Donc ce sont ces produits-là qu'on met maintenant dans les défrisants modernes et on appelle avec sans soude. Mais ces produits-là sont vraiment des attrape-nigo parce qu'on fait penser au consommateur qui ne va pas se faire du mal, alors qu'il va se faire réellement du mal. Pareil pour les défrisants pour enfants, je trouve que c'est vraiment mentir au consommateur que de lui faire croire qu'un défrisant pour enfants est moins nocif qu'un défrisant pour adultes, alors que c'est exactement la même chose, c'est tout aussi nocif, corrosif, pernicieux, et c'est vraiment des produits à bannir. Ne jamais mettre ça sur ses enfants. Ensuite, j'aimerais dire aussi que en Afrique, on devrait réellement développer des politiques de santé publique parce que le défrisage est vraiment très nocif pour les femmes enceintes. Il y a différentes études qui montrent que des enfants, des fœtus peuvent naître avec différents problèmes de peau parce que la femme s'est défrisé les cheveux durant la grossesse. Mais si l'enfant naît avec ces problèmes-là, on ne fait pas souvent le lien de cause à effet. Par exemple, ne serait-ce qu'une coloration lors de la grossesse est très fortement déconseillée, voire même interdite, parce que rien que la coloration, les produits chimiques qu'il y a dans la coloration peuvent altérer le fœtus. Alors sachant qu'un défrisage est encore pire qu'une coloration, les femmes ne devraient vraiment pas se défriser les cheveux durant la grossesse. Si vraiment elles souhaitent le faire, qu'elles le fassent, mais en dehors de la grossesse. Il y a d'autres manières, on peut se stresser, on peut faire d'autres choses, mais ne jamais vraiment se défriser les cheveux durant la grossesse. Dites-le vraiment à vos mères, à vos femmes, à vos sœurs, à vos amis, ne jamais se défriser les cheveux durant la grossesse parce que c'est très très dangereux. Et les enfants naissent avec des problèmes, mais souvent on ne sait pas que c'est la cause, c'est le défrisage. Il y a aussi différentes études américaines qui récemment sont sorties et ont prouvé que les femmes noires souffraient plus de fibrome au niveau des ovaires que les femmes blanches. Et tout ça est lié à la pratique du défrisage. Donc le défrisage donne des fibromes aux femmes noires. Et donc voilà, ça c'est des choses que vraiment on devrait savoir, apprendre et vraiment endiguer parce que ça crée vraiment de très graves problèmes. Alors ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne un défrisage. Alors il faut savoir que le défrisage, en fait, c'est un produit chimique
qui va, comment dire, qui va complètement détériorer, modifier la structure même de la kératine du cheveu. C'est-à-dire que votre cheveu, il est comme ça, par exemple. Le défrisage, il va faire, par exemple, comme ça. Donc, vous n'avez plus le même cheveu avant et après défrisage. Et donc, c'est vraiment un produit très pernicieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pH, donc le pH, le potentiel hydrogène, c'est, on va dire pour simplifier, c'est la mesure du degré, on va dire, d'acidité ou de basicité d'une substance contenant de l'eau. Donc on va dire que donc, le pH des cheveux se situe entre 4,5 et 5,5. C'est-à-dire qu'un bon produit capillaire qui va vraiment bien nourrir les cheveux et vraiment rendre les cheveux vraiment doux, doit avoir, sa mesure de pH doit être comprise entre 4,5 et 5,5. Il faut savoir que le défrisage, comme il contient des alcalis, donc sous des potasses, est un produit très basique. C'est-à-dire que son pH est au-dessus de 7, et voire même jusqu'à 14. Alors, souvent les femmes, quand elles se défrisent, il y a ce qu'on appelle dedans un shampoing neutralisant. Le shampoing neutralisant qu'on utilise après le défrisage, c'est un shampoing qui sert en fait à acidifier le cheveu. Parce que si on laissait le cheveu avec une telle mesure de pH, il casserait. Et donc, on utilise le shampoing neutralisant, excusez-moi, qui va justement acidifier le cheveu et permettre au cheveu de retrouver et permettre en fait de stopper les effets du défrisage. Voilà pourquoi on utilise ce produit-là. Donc le cheveu a un pH de 4,5-5,5. Le pH du défrisage peut monter jusqu'à 12, voire même 14, ce qui est énorme. Et c'est pas étonnant qu'avec un tel pH, les cheveux, malgré les soins, vont forcément casser. Surtout qu'en Afrique, c'est un peu moins visible, j'ai envie de dire, qu'en Europe, parce qu'ici en Afrique, nous avons un climat favorable. Donc ce climat favorable, tropical, chaud et humide, permet d'endiguer certains problèmes. Alors qu'en Europe, vous arrivez en Europe, vous voyez les femmes passer 40 ans, elles n'ont plus de cheveux sur la tête. Parce que déjà, le climat est hostile et en plus, elles utilisent des produits très corrosifs. Donc c'est vraiment des produits, le défrisage, vraiment des produits à bannir. Alors, donc, pour le processus en fait donc là vous avez vraiment compris ce qu'était un défrisage, comment ça fonctionnait, vraiment modifier la structure du cheveu, lisse le cheveu de manière chimique. Ensuite vous avez d'autres produits. Vous avez par exemple le curly. Le curly en fait c'est le fait d'appliquer un produit sur la tête qui va boucler de manière chimique les cheveux. Le curly, c'est peut-être même encore pire que le défrisage, parce que non seulement ça défrise le cheveu, et ensuite ça le boucle de manière artificielle. Après, vous avez ce qu'on appelle les assouplissements. Une femme, elle va dire, non, moi, je ne me suis pas défrisé les cheveux, j'ai fait un assouplissement. Un assouplissement, en fait, c'est par exemple, quand vous appliquez du défrisage, s'il faut laisser poser 20 minutes, vous allez peut-être laisser poser 5 ou 10 minutes, juste pour assouplir les racines. Les effets sont exactement les mêmes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les texturiseurs. C'est souvent les Africains américains, vous voyez, les rappeurs qui mettent ça sur leurs cheveux. Ça fait des petites vagues, des cheveux un peu bouclés. C'est ce qu'on appelle un texturiseur. C'est la même chose qu'un défrisant, les mêmes effets pernicieux. Donc tous ces produits-là, défrisage, wave, curly, texturiseur, sont vraiment des produits à bannir. Parce que des produits très très corrosifs et très très dangereux pour notre santé. Alors ensuite... pour le retour au naturel, donc il s'effectue vraiment, il y a vraiment tout un processus qui tourne autour du retour au naturel. On ne décide pas comme ça d'arrêter le défrisage. Donc moi j'ai codifié ça selon différentes choses que j'ai appris. Il y a d'abord ce que j'ai appelé la transition psychologique. Alors, la transition psychologique, c'est la transition abstraite. C'est-à-dire on se pose des questions, on se demande pourquoi est-ce que je me défrise les cheveux, pourquoi est-ce que j'ai commencé, pourquoi est-ce que je continue, pourquoi est-ce que je fais cette pratique dénaturante. C'est vraiment à ce moment-là qu'on se pose des questions. On essaie de comprendre comment faisaient nos ancêtres. Le défrisage n'a pas toujours existé, c'est un phénomène assez moderne et assez récent. Il y a 200 ans, il y a 100 ans, on ne se défrisait pas les cheveux. Donc on essaie vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cette pratique. Et le fait de comprendre pourquoi nous faisons cette pratique, ça a vraiment, on veut dire, un côté, ça pousse vraiment à l'introspection, à comprendre son identité africaine, essayer de comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment deux grandes choses qui nous différencient des blancs, c'est notre couleur noire et nos cheveux crépus. Si on n'a pas de couleur noire et pas de cheveux crépus, c'est quand même difficile de dire que nous sommes des noirs. Donc ce sont vraiment les deux caractéristiques visibles qui nous différencient des blancs. Alors pourquoi vouloir dénaturer une partie de nous-mêmes? Pourquoi vouloir l'anéantir à tout prix? Donc c'est vraiment cette transition psychologique, on se pose tout ce genre de questions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la transition capillaire. La transition capillaire, c'est la transition concrète.
C'est-à-dire, c'est le moment où on se dit qu'on arrête de se défriser les cheveux. Pendant plusieurs mois, on arrête le défrisage, on attend que les repousses de nos cheveux naturels poussent pour pouvoir couper toute la partie défrisée de nos cheveux. Donc ça, c'est vraiment la transition concrète, la transition capillaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le big chop. Chop, en anglais, ça veut dire couper. Donc en fait, en français, on peut traduire ça par la grande coupe. C'est le moment où on coupe tout. Donc soit on rase toute sa tête, pour les plus courageuses, soit on fait une transition, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, on attend que les cheveux naturels repoussent, et ensuite on coupe la partie défrisée. Pour les courageuses, on rase. Oui, c'est difficile, non? Mais il y a une très belle femme ici au crâne rasé qui est très féminine et très belle. Et voilà, ça lui va très bien les cheveux comme ça. Mais c'est vrai que pour une femme, vu que le cheveu est symbole de beauté, c'est difficile de tout raser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux crépus poussent, malgré ce qu'on pourrait penser, ils poussent très bien. Quand on ne le dénature pas, quand on ne lui met pas de produits chimiques dessus. Alors ensuite, une fois que vous avez fait votre big chop, vous pouvez dire que maintenant vous avez les cheveux naturels. Et maintenant, en fait, il est temps d'apprendre à s'occuper de ces cheveux crépus. Alors, pour commencer déjà à apprendre à s'occuper de ces cheveux crépus, il faut d'abord essayer de comprendre les différents outils que nous avons à notre portée. Si vous allez prendre les outils que les Blancs utilisent, évidemment, ça ne conviendra pas à vos cheveux. C'est l'erreur en fait qu'ont fait nos ancêtres. Nos ancêtres en fait ont utilisé les outils des Blancs et ils se sont dit que ces outils-là ne sont pas adaptés à leurs cheveux, que nos cheveux ne sont pas adaptés à ces outils. Donc ils ont adapté nos cheveux à ces outils-là. Alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. Il ne faut pas adapter nos cheveux aux outils, mais il faut adapter les outils à nos cheveux. Donc déjà, pour entretenir des cheveux crépus, il faut utiliser ce qu'on appelle un peigne à dents larges. C'est-à-dire un peigne avec des dents resserrées, ça ne fonctionnera pas. Souvent, quand les petites filles se coiffent, elles pleurent, elles ont mal, elles vivent, c'est vraiment un moment traumatisant. Et ensuite, on se dit, voilà, je vais défriser parce que les cheveux crépus, ça fait trop mal, c'est trop dur, c'est trop compliqué, etc. Oui, c'est difficile parce qu'on n'a pas la technique et qu'on ne sait pas entretenir. Une fois qu'on a appris, il n'y a absolument rien de difficile. Donc, utilisez un peigne à dents larges, utilisez un peigne afro, utilisez une brosse pour pouvoir vraiment lisser les cheveux si on le souhaite. Ne pas démêler ses cheveux tous les jours. Il y a des moments spécifiques pour démêler ses cheveux crépus. On ne les met pas comme ça tous les jours. Autrement, ça fait mal et ce n'est pas du tout adapté. Ensuite, alors vous avez, donc voilà pour les outils de coiffure. Ensuite, vous avez les différentes techniques pour entretenir vraiment les cheveux de manière saine, naturelle. Vous avez différents ingrédients issus de la pharmacopée africaine, comme par exemple le beurre de karité qu'on peut trouver, comme par exemple ici au Cameroun, on a de l'huile de coton qui est vraiment très bien, qui est vraiment une huile très émolliente, c'est-à-dire qui va adoucir, une huile vraiment réparatrice qu'on peut très bien appliquer sur les cheveux. Il y a aussi l'huile de maïs qu'on peut aussi trouver et qu'on peut aussi appliquer sur les cheveux. Ensuite, vous avez différents ingrédients, comme par exemple le gombo. Donc le gombo, c'est un produit qui peut servir pour l'entretien des cheveux. Évidemment, on préfère le manger que de le mettre sur les cheveux, mais on peut très bien l'utiliser. En fait, la partie en fait, du gombo que vous avez qui est gluante, c'est ce qu'on appelle un mucilage. Donc c'est du mucilage de gombo. Ce mucilage est très riche en nutriments et en vitamines, et ce mucilage-là va vraiment servir de produit réparateur pour les cheveux crépus. Donc on peut utiliser ce genre de produit-là. Par exemple, ici, le bissap qu'on boit, donc les fleurs, aussi est un très bon produit pour les cheveux. Par exemple, on peut très bien se faire une solution de bissap comme ça et le verser sur les cheveux. Pourquoi? Parce que ces fleurs, en fait, contiennent beaucoup de nutriments. Elles ont un effet vasodilatateur. Ça signifie qu'elles vont activer la circulation sanguine, qui vont apporter les nutriments au niveau du cuir chevelu et qui vont favoriser la pousse des cheveux. Vous avez aussi le bissap qui contient beaucoup d'acides de fruits. Donc les acides de fruits sont de très bons radicaux libres, donc ils vont vraiment lutter contre les attaques et les agressions extérieures. Donc c'est vraiment un très bon ingrédient qu'on peut utiliser. C'est aussi un produit aussi qu'on appelle, qui va réguler l'excès de sébum. Donc on peut aussi l'appliquer très bien sur la peau pour les gens qui ont la peau très grasse, par exemple. Ça va réguler l'excès de sébum. Donc les fleurs de bissap sont vraiment un produit vraiment très très bien pour les cheveux. En plus, comme c'est un produit qui convient bien aux cheveux foncés, parce qu'en l'appliquant sur les cheveux, ça va redonner de l'éclat à la chevelure. Donc vous avez comme ça différents produits simples. Par exemple, vous avez aussi l'extrait d'igname. Alors l'igname, c'est
une tubercule qu'on mange, qu'on adore, qui est très bon, mais elle contient aussi différents nutriments à l'intérieur. L'igname, en fait, on l'utilise surtout par exemple pour les cheveux secs ou pour les produits anti-rides. Parce qu'en fait, les rides, c'est dû en fait à l'activité cellulaire qui va s'affaisser lorsque l'on vieillit. Et en fait, l'extrait d'igname va permettre d'endiguer un petit peu, de repulper un petit peu au niveau des rides, les petits traits qu'on peut avoir, vraiment de repulper tout ça. Et donc l'extrait d'igname, c'est aussi un très bon radicalaire, qui lutte contre les radicaux libres, les UV. C'est aussi un très bon produit pour les cheveux secs, pour la peau sèche. Donc ça, c'est des produits qu'on peut vraiment utiliser de manière simple et efficace et qui ne coûtent pas extrêmement cher quand on les utilise. On n'est pas forcément obligé d'utiliser des produits pétrochimiques qui viennent d'Europe et qui ne sont pas du tout adaptés à nos cheveux et qui ne sont pas du tout bons pour l'environnement. On a des produits ici biologiques qui sont extraordinaires et malheureusement on préfère utiliser les produits importés venus d'Europe qui ne sont forcément pas bons pour nos cheveux, mais qui enrichissent plutôt les mastodontes de la cosmétique pétrochimique européenne, alors qu'on a tout ici chez nous. Donc, voilà. Alors ensuite, pour entretenir, donc je vous disais, les cheveux crépus, il y a le rituel du lavage, donc le rituel du shampoing. Lorsque l'on se lave les cheveux, on ne se lave pas les cheveux comme ça dans tous les sens. Parce que le fait d'appliquer le shampoing et de laver les cheveux comme ça, de frictionner dans tous les sens, ça va emmêler les cheveux plutôt que de les démêler. Donc le plus simple est de mettre les cheveux en arrière et ensuite de masser généreusement le cuir chevelu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lave ses cheveux, c'est pas les cheveux qu'on lave, c'est le cuir chevelu, c'est lui qui est sale. Donc c'est lui qu'on lave. La mousse qu'il y a sert parfaitement à laver les cheveux. Donc c'est vraiment le cuir chevelu qu'il faut assainir. Les cheveux, la mousse, ça suffit largement. Alors ensuite, une fois qu'on a lavé nos cheveux, on peut faire vraiment des choses vraiment très simples et basiques, comme se fabriquer une petite solution, ce que j'appelle une eau de rinçage, avec, par exemple, vous prenez 1 litre d'eau, et vous mettez dedans 2 cuillères à soupe de jus de citron, par exemple. Alors pour nous, en Europe, le citron, ça va servir à endiguer le calcaire qui est compris dans l'eau, en fait, parce que l'eau en Europe est très calcaire et très dure, donc dès qu'on l'applique sur la peau et les cheveux, on a la peau qui devient très sèche. Bon, ici, l'eau est très douce et très bonne. On n'a pratiquement même pas besoin de mettre trop de crème ou de choses, alors qu'en Europe, c'est vraiment une obligation. L'eau est beaucoup trop calcaire. Donc en fait, le citron va neutraliser le calcaire. Donc ici, vous n'avez pas trop ce problème-là de calcaire. Par contre, le citron va apporter de la brillance aux cheveux. Et le citron va aussi, comme le citron est acide, il va rétablir le pH des cheveux. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pH des cheveux est acide. Il est compris entre 4,5 et 5,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on fait un shampoing, le shampoing, souvent, est légèrement basique, on va dire, légèrement basique. Parce qu'en fait, si le shampoing est basique, c'est parce qu'il va servir à ouvrir les écailles des cheveux pour permettre de bien laver les cheveux. Lorsque l'on fait un après-shampoing, l'après-shampoing va permettre de lisser les cheveux, parce que l'après-shampoing, lui, est plutôt acide. Donc il va refermer les écailles des cheveux pour permettre de les rendre doux. Le fait de faire encore une solution avec du jus de citron va permettre d'acidifier encore plus le cheveu, de lui apporter de la brillance et pour nous neutraliser le calcaire. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez appliqué votre solution d'eau citronnée, il ne faut pas laisser ces cheveux sécher comme ça à l'air libre. Parce que si vous laissez sécher vos cheveux crépus à l'air libre, ils vont rétrécir, ce qu'on appelle le phénomène du rétrécissement du cheveu crépus. Parce qu'une fois que le cheveu est mouillé, il rétrécit. Et quand il rétrécit, il durcit, il se renferme, il devient dur à coiffer. Donc une fois que vous avez lavé vos cheveux, il faut tout simplement appliquer un beurre, du beurre de karité, qu'on peut trouver ici quand même assez facilement. Voilà. Il y a du très bon beurre de karité en Afrique. Souvent, les gens pensent que le Cameroun ne produit pas de beurre de karité, mais le Cameroun produit du très bon beurre de karité, sauf qu'il en apporte beaucoup des autres pays d'Afrique, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais on trouve aussi du très bon beurre de karité ici au Cameroun. Donc, appliquer un peu de beurre de karité sur les cheveux, ce qui va permettre de nourrir les cheveux, de sceller l'hydratation. Alors, concernant l'hydratation, j'entends parfois beaucoup de choses. Les gens pensent que pour hydrater des cheveux, il suffit d'appliquer de l'eau dessus. Ce qui est totalement faux. Quand on prend une douche, on ne s'hydrate pas le corps. Quand on se lave les mains, on ne s'hydrate pas le corps. Donc quand on met de l'eau sur ses cheveux, on n'hydrate pas ses cheveux. L'eau n'a pas la faculté de traverser la couche superficielle de l'épiderme. Donc l'eau que vous mettez sur votre peau ou sur vos cheveux va juste s'évaporer, elle ne va pas pénétrer.
Alors que l'huile, par exemple, a la faculté de traverser au moins la couche superficielle de l'épiderme pour nourrir en profondeur. Ensuite, les produits qui traversent vraiment la peau, ça ce sont des médicaments. Donc nous, on est là dans le domaine cosmétique et pas dans le domaine médical. Donc la seule manière d'hydrater ses cheveux, ou d'hydrater sa peau, c'est de boire de l'eau, c'est de l'intérieur. Donc si on boit suffisamment d'eau, on devrait avoir les cheveux suffisamment hydratés. Et si souvent on a les cheveux un peu secs, il faut penser peut-être qu'on ne boit pas suffisamment d'eau. C'est vraiment la seule manière d'hydrater le cheveu. Ensuite, l'eau que l'on va appliquer sur ses cheveux ne va pas servir à hydrater le cheveu, mais va servir à maintenir son hydratation. Donc on va associer l'eau avec une huile végétale. Par exemple, tout à l'heure je vous parlais d'huile de coton, d'huile de maïs, il y a encore plein d'autres huiles. Par exemple, vous avez de l'huile de colloque qu'on trouve beaucoup au Congo, vous avez différents beurres, beurre de karité, beurre de mangue, beurre d'avocat. Vous avez aussi par exemple de l'huile de papaye, vous avez de l'huile de yambou, il y a vraiment différents, vous avez même de l'huile de melon du Kalahari, donc il y a vraiment beaucoup d'huiles issues de la pharmacopée africaine, malheureusement qui sont méconnues ici, alors qu'on devrait vraiment, vraiment trouver les moyens de produire ces huiles-là parce qu'elles sont vraiment adaptées à nous. Donc, le fait de mettre de l'huile sur nos cheveux va permettre en fait d'emprisonner l'eau que l'on aura mise sur le cheveu et va permettre aux cheveux d'être nourris et d'avoir une hydratation qui est maintenue. Donc on aura un cheveu qui est beaucoup plus nourri, beaucoup plus hydraté et beaucoup moins sec. Ensuite, il y a aussi une chose qui est importante à faire quand on a les cheveux crépus, c'est d'étirer ses cheveux. Donc pour étirer ses cheveux, on peut par exemple faire des tresses au fil. Ou alors on peut faire des vanilles ou des grosses nattes. Pourquoi est-ce important d'étirer ses cheveux? Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple d'un toboggan, c'est-à-dire le cheveu lisse, c'est le toboggan qui est tout droit, et le cheveu crépus, c'est le toboggan qui fait comme ça. Le fait d'étirer le cheveu crépus va permettre au sébum de s'écouler de manière plus optimale. Voilà pourquoi, quand par exemple vous faites des rastas et que vous retirez vos cheveux, vous avez l'impression que vos cheveux ont poussé. Erreur, les cheveux n'ont pas poussé, ils ont juste été étirés. Donc, et les cheveux, donc on le sent qui est plus doux, plus souple, plus lisse, etc. D'où l'intérêt d'étirer ses cheveux, que ce soit par des tresses au fil, par des tresses, par le moyen que l'on souhaite, mais c'est intéressant de le faire. Alors ensuite, une fois qu'on a étiré ses cheveux, on peut maintenant se coiffer à sa guise. On peut soit arborer une coiffure comme je porte, on peut faire des tresses avec ses cheveux, on n'est pas forcément obligé d'utiliser des mèches, même si les mèches ne sont pas forcément mauvaises. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les mèches brésiliennes naturelles, c'est-à-dire qu'on prend les cheveux de quelqu'un et on les met sur sa propre tête. Moi, j'ai du mal avec ça. Surtout lorsque l'on connaît la symbolique de la chevelure en Afrique, c'est-à-dire par exemple lors des rites de veuvage, les femmes peuvent se raser la tête, lors par exemple les cheveux, par exemple les différentes coiffures peuvent montrer à l'époque, par exemple la région d'où vous provenez, ou même le rang social que vous avez en fonction de la coiffure que vous avez. Chez un homme, les cheveux, c'est vraiment une symbolique, une symbole de force, de virilité. Chez la femme, c'est symbole de beauté, de fécondité. Et moi, j'ai un peu du mal à comprendre qu'avec toute cette symbolique-là que revêtent les cheveux en Afrique, on puisse prendre des cheveux de personnes soit mortes, soit emprisonnées, ou soit qui offrent leurs cheveux et les appliquer sur sa tête. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Je me dis que, je ne sais pas, la personne, peut-être qu'elle a fait des choses dans sa vie, moi, je sur mes cheveux, je vais peut-être ressentir tout ce qu'elle a pu ressentir, enfin, j'ai beaucoup de mal. À la limite, je préfère encore les cheveux synthétiques qu'utiliser les cheveux des gens, parce que les mèches brésiliennes qu'on achète, souvent, soit c'est les cheveux des morts, des femmes. Une fois que la femme est morte, elle a plus besoin de ses cheveux, donc on lui rase, et on les vend ici en Afrique, ou alors on prend les cheveux des femmes qui sont en prison, on leur rase la tête de force, ou alors les femmes qui offrent leurs cheveux dans leur religion, par exemple en Inde, elles offrent leurs cheveux, nous on récupère ça en cachette, et puis on va les vendre. Enfin, forcément nous, mais les industriels récupèrent et vont vendre ça à travers le monde. Bon. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle forme d'agression en Afrique, c'est-à-dire les hommes savent qu'un paquet de mèches coûte extrêmement cher, parce qu'un paquet de mèches qu'on met sur sa tête peut coûter entre 80 000 et voire 100 000 francs CFA. 300 000 Ah d'accord. 300 000, c'est vraie mèche. Donc et sachant que pour se coiffer, il faut au minimum 10 paquets. Donc les femmes ont de l'or sur leurs cheveux. Et donc j'ai appris apparemment qu'en Afrique, il y a une forme de mauvaises agressions. On agresse les femmes et on leur coupe les cheveux pour aller les revendre. Donc si vous ne voulez pas vous faire agresser, portez vos cheveux naturels.
problèmes. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui me parlent, qui souffrent de problèmes de pellicule. En fait, les pellicules sont souvent dues à ce qu'on appelle, à des champignons, notamment le champignon qui s'appelle le pityriasis. Donc c'est un champignon en fait qui est sur le cuir chevelu et qui crée des squamations, donc des squames, des petites peaux mortes. Donc vous avez deux types de pellicules. Les pellicules sèches qui vont s'accrocher, on va faire plein de choses blanches sur le cheveu, ou les pellicules grasses qui, elles, vont tomber sur les vêtements un peu partout. Donc pour endiguer les pellicules, il y a différents ingrédients que l'on peut utiliser. Vous avez différentes huiles essentielles ici en Afrique que l'on peut trouver qui ont des propriétés antifongiques. Donc antifongiques, c'est ce qui vont lutter contre les champignons. Donc on peut utiliser ces produits-là avant d'utiliser tous les produits chimiques importés, tous les médicaments chimiques, etc. Si vraiment ça ne marche pas, allons voir un professionnel de la santé qui pourra peut-être mieux nous orienter si le problème est pathologique. Mais pour des petits problèmes de pellicule, on peut se tourner encore vers la pharmacopée africaine, vers les traitements traditionnels à base d'huile essentielle, à base d'huile aussi antifongique. Par exemple, au Sénégal, vous avez beaucoup de Nîmes, l'arbre le Nîmes qui pousse, et donc on peut avoir, donc c'est vraiment le Nîmes, c'est vraiment une huile qui a une odeur absolument atroce, et c'est même un répulsif contre les insectes tellement ça sent mauvais. Mais c'est aussi très bien pour ce genre de problème, les pellicules, les poux, etc. Donc si un enfant a des poux, on peut très bien lui mettre de l'huile de Nîmes qui va vraiment tuer les poux, parce que vu l'odeur et vu les propriétés de cette huile-là, ça marche très bien pour ça. Après, vous avez d'autres huiles essentielles aussi que vous pouvez trouver. Alors ensuite, il y a aussi un autre problème, c'est souvent les femmes se plaignent de la casse de leurs cheveux. En fait, la casse des cheveux, tout à l'heure, comme je vous l'indiquais lors du cycle de vie du cheveu, donc vous avez la phase télogène. La phase télogène, c'est la fin, c'est là où le cheveu meurt, là où le cheveu se casse et tombe. Donc vous avez la casse du cheveu due naturelle, c'est-à-dire lorsque le cheveu atteint la phase télogène. Ensuite, vous avez différentes casses du cheveu. Vous avez la casse du cheveu due à la traction des tresses. C'est-à-dire qu'en Afrique, j'ai jamais compris pourquoi les gens pensent que pour être bien coiffé, il faut serrer. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Des fois, les femmes vont se coucher, elles ont mal à la tête parce qu'on a serré les tresses. Des fois, on a les yeux tellement bridés qu'on ressemble vraiment à des Chinois. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut serrer à ce point-là les tresses. Donc moi, j'ai envie de dire aux coiffeuses, desserrer, ça ne fera pas de mal. Et la coiffure sera tout aussi belle. Moi, quand je me tresse, je ne serre pas et mes cheveux sont très bien. La coiffure tient très longtemps. Ce sont des pratiques qu'il faut vraiment dire, il faut vraiment arrêter. Et le fait de serrer les cheveux, ça crée ce qu'on appelle une traction. Une traction souvent au niveau des tempes. Ce qui fait qu'après, les femmes perdent des cheveux. Ce qu'on appelle aussi une alopécie. Donc par exemple, pour la petite histoire, l'alopécie, en fait, ça vient du grec alopex et ça signifie renard. Ils ont pourquoi un renard? Parce que tous les printemps, le renard perd ses poils. Et donc, en dermatologie, l'alopécie, c'est le fait de perdre une partie totale ou partielle de ses cheveux. Donc, c'est ça, c'est-à-dire avoir un trou sur la tête. L'alopécie, voilà, donc l'alopécie définitive, tout à l'heure on parlait avec monsieur, chez les hommes, c'est ce qu'on appelle la calvitie. Donc, une fois que les hommes ont la calvitie, là, il n'y a plus rien à faire. Les cheveux ne pourront plus jamais repousser, malheureusement. Après, mais il y a quand même d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes pour retrouver ses cheveux. C'est-à-dire, en faire, il faut se faire des greffes de cheveux. Donc, par exemple, dans les cliniques en Europe, on prenait une partie du cuir chevelu où il y a encore des cheveux, par exemple sur cette zone-là, et on va prendre le greffon qu'on va implanter au niveau de la calvitie. Et ce greffon-là va faire que les cheveux vont repousser. Donc ça va un peu, il y aura du duvet, ça va un peu endiguer les choses. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas moyen de faire autre chose, à part se faire greffer des cheveux. Ensuite, pour les femmes, il y a ce qu'on appelle l'alopécie cicatricielle. En fait, l'alopécie cicatricielle, on va dire, c'est le fait de perdre ses cheveux. Il y a différentes causes. Donc, comme je l'ai dit, la traction des tresses, donc trop serrées, qui vont vraiment arracher le cheveu. Faire les tissages aussi, parce que quand on fait un tissage, non seulement on fait d'abord les tresses, ensuite on va coudre par exemple le tissage sur les cheveux et on va brosser. Le fait de brosser ce tissage-là va vraiment fragiliser le cheveu au niveau de sa racine, ce qui fait qu'il va casser beaucoup plus facilement. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle l'effluvium télogène. L'effluvium télogène, c'est la perte de cheveux, on va dire, que les femmes ont souvent après la grossesse, donc la perte de cheveux postpartum. Souvent après la grossesse, les femmes se plaignent de perdre leurs cheveux, ce qui est tout à fait vrai.
En fait, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, elles perdent le cheveu? Parce qu'en fait, la grossesse a, on va dire, changé un peu le cycle de vie, le rythme de vie du cheveu. Une fois que le cheveu est arrivé au cycle télogène, normalement, il met 3 mois avant de casser et tomber. Là, ça peut prendre, par exemple, 3 jours. Donc, en 3 jours ou quelques jours, vous avez tous les cheveux qui vont tomber sur une partie de la tête. C'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. Donc souvent, c'est lié à la grossesse postpartum. Ensuite, vous avez aussi la casse du cheveu due à un choc. Par exemple, on vous appelle, on vous annonce la mort, je ne sais pas, d'un de vos proches, et le choc est tellement violent que vous allez perdre tous vos cheveux. Donc ça aussi, c'est un risque de casse. Ensuite, bien évidemment, vous avez la casse liée à toutes les pratiques dénaturantes, des frisages assouplissants, curly, wave, etc. Donc tout ça sont des choses que l'on peut facilement endiguer, on peut facilement neutraliser tout cela. En ayant les cheveux naturels, voilà, c'est possible, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus naturel, et c'est ce qui nous convient le mieux. Je ne vois pas pourquoi, avec des cheveux naturels, on ne serait pas belle. Les femmes sont belles avec des cheveux naturels, donc il faut oser le faire. Ensuite, ensuite aussi, vous avez aussi la casse des cheveux due aux carences. Par exemple, une carence en fer, si vous êtes anémié, une carence en vitamines ou une carence en oligo-éléments. Donc tout ça, il faut essayer de faire un bilan sanguin pour essayer de comprendre la cause de la chute des cheveux. Mais ça ne sert à rien de vouloir traiter la casse si on ne sait pas d'où elle provient, parce qu'on va certainement répondre à un problème à côté qui n'est pas le problème qui fait que les cheveux se cassent. Donc on peut essayer d'endiguer ce problème-là de cette manière-là. Alors ensuite, vous avez... donc lorsqu'une femme souhaite retrouver ses cheveux naturels, elle se retrouve parfois confrontée à la désapprobation de ses proches. C'est-à-dire, ça peut être son mari, ça peut être ses parents, ça peut être ses amis, son entourage. Parce qu'on va lui dire, voilà, les cheveux naturels, c'est sale, c'est moche, c'est une villageoise, c'est pas moderne, tu ne trouveras pas de travail, tu ne trouveras pas de mari. Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Mon père, qui est présent dans la salle, m'a toujours soutenu, pour mes cheveux. Donc il me dit souvent que quand je sors avec mon afro et que tout le monde me regarde dans la rue, il est tellement fier parce qu'il trouve ça tellement beau, il est très content que je porte mes cheveux naturels. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Ma mère aussi porte des cheveux naturels, elle porte des locks et elle est vraiment très fière que je porte des cheveux naturels. Alors que j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de témoignages de femmes qui me disent que, par exemple, leurs parents, leur famille ne veulent pas qu'elles se rendent à un mariage parce qu'elles portent des cheveux crépus. Ne veulent pas qu'elles viennent avec eux à l'église parce qu'elles vont les souiller, parce qu'elles portent des cheveux crépus. Je trouve ça vraiment aberrant que l'on puisse rendre mauvais ce qui est naturel et rendre bon ce qui est tout à fait non naturel. Porter ses cheveux défrisés n'est pas naturel. Je me demande pourquoi ça deviendrait une norme. Alors que la norme, c'est de porter ses cheveux crépus, normalement. Ensuite, il faut savoir aussi que les femmes, souvent, ont peur de porter leurs cheveux naturels parce qu'elles pensent qu'elles vont perdre leur pouvoir de séduction. Elles pensent que les hommes ne vont plus les regarder. Et moi, je leur dis, erreur, les hommes aiment aussi les femmes qui portent leurs cheveux naturels. Il faut simplement leur proposer. Ouais, vous dites ça maintenant. Soit vous avez la carte, on vous connaît. Elle est là, petite. Elle est là, petite. Donc en fait, voilà. Je pense que les hommes aiment aussi les femmes qui portent leurs cheveux naturels, mais encore faut-il leur proposer. Et les plus récalcitrants, je pense qu'il faut aussi avoir une discussion avec eux. Ensuite, souvent les hommes pensent qu'ils sont exempts de ces causeries de femmes, c'est-à-dire des cheveux, mais les hommes sont aussi concernés. Moi, je dis que les hommes, eux, ils rasent le problème, c'est-à-dire ils rasent leurs cheveux. Pourquoi est-ce qu'un homme noir ne pourrait pas porter ses cheveux longs? Pourquoi? Alors, il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les footballeurs qui ont le droit de porter leurs cheveux. Porter ses cheveux longs, crépus pour un homme, c'est pas une lubie, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est quelque chose pour moi de normal. Je vois en Europe, les hommes noirs, les hommes blancs, ils portent leurs cheveux longs s'ils le veulent, leurs cheveux courts. Voilà, porter des cheveux longs, c'est pas mauvais. Pourquoi est-ce qu'un homme en Afrique n'a pas le droit de porter ses cheveux longs, crépus, si sinon il va recevoir, voilà, tes cheveux sont sales, il faut couper, si, tous les jours il faut couper. Pourquoi? Les hommes aussi ont le droit de porter leurs cheveux longs. Et sachez aussi que les femmes aiment aussi les hommes qui portent des cheveux longs. Ah oui. Et là, il y a des exemples. Rascoli, réponds à la question.
C'est ça le problème. Je suis malheureux ce soir. Ça va aller. On aime aussi des hommes qui ont la qualité. Fallait commencer par là. Non, donc voilà, donc les hommes aussi sont concernés. Ensuite, pour les enfants, parce que tout se fait au moment de l'éducation des enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant et que ma mère me coiffait les cheveux, elle prenait vraiment le temps d'entretenir mes cheveux, de les démêler, de faire des soins, vraiment de manière simple et efficace. Même si elle ne maîtrisait pas, même si c'était sur cheveux défrisés, même si elle ne maîtrisait pas tous les outils, toutes les techniques pour entretenir les cheveux naturels, je me souviens que c'était quand même un moment paisible. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps, on attrape les enfants, on tire, on peigne, et l'enfant pleure. Et forcément, ça c'est un traumatisme que l'enfant va porter pour plus tard et que la première chose qu'il va faire quand elle va grandir, c'est se défriser les cheveux. Parce qu'en fait, le défrisage aujourd'hui, c'est même plus une pratique, c'est un rite de passage, j'ai envie de dire, entre l'enfant et la femme. Donc une fille qui grandit veut se défriser les cheveux parce que pour elle, c'est un signe voilà, de féminité, elle devient une femme. Alors que, non, pas forcément, on n'est pas obligé de se défriser les cheveux pour grandir, pour être belle. Donc souvent, j'entends des femmes qui, quand elles tressent leur enfant, elles ont vraiment un champ lexical très dépréciatif, très mauvais. Dire tes cheveux sont durs, tes cheveux sont secs, tes cheveux sont comme ci, tes cheveux sont comme ça reste dans la tête de l'enfant. Non, il faut essayer de parler à nos enfants d'une manière différente, leur dire qu'ils ont de beaux cheveux, essayer d'entretenir ça de manière simple et efficace, surtout leur faire comprendre que leurs cheveux sont beaux et qu'une fois qu'on sait comment entretenir ses cheveux, ça marche. Le vrai problème des enfants, c'est qu'ils n'ont pas la patience. C'est pas leurs cheveux qui sont durs, c'est parce que les enfants, d'une manière générale, n'ont pas la patience de rester assis pendant des heures pour se faire tresser. Donc il faut essayer de leur expliquer des choses de manière simple et efficace. Et je pense qu'ils peuvent comprendre que voilà, les cheveux crépus c'est beau et qu'on n'est pas obligé de les défriser pour qu'ils soient malléables, pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils tiennent bien. Ça. Ensuite, lorsque je parle souvent de cheveux crépus aux gens, je leur dis voilà, le retour au naturel. J'ai souvent des commentaires que les gens me font. Alors le premier commentaire qu'on me fait, mais c'est non mais toi t'as pas les cheveux très crépus. Ça c'est la première des choses qu'on me dit. Bah, moi j'ai envie de dire que avoir les cheveux très crépus déjà ce n'est pas une tare. Et surtout avoir les cheveux très crépus ce n'est pas un problème. Par exemple, si je dis à quelqu'un saute dans l'eau, va nager, alors qu'il ne sait pas nager, il va me dire non, nager c'est difficile, je ne sais pas. S'occuper des cheveux crépus c'est difficile quand on ne le sait pas. Une fois qu'on a appris à nager, on nage. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, on fait du vélo. Une fois qu'on a appris à entretenir des cheveux crépus, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Surtout en Afrique, avec le climat favorable que nous avons, il n'y a vraiment aucune difficulté à entretenir des cheveux crépus. Les gens aussi vont me dire non mais moi les cheveux crépus, je peux pas, j'ai les cheveux trop crépus, trop durs, trop secs. Les gens pensent réellement qu'ils ont les cheveux les plus crépus, les plus durs, les plus secs de la terre. C'est ce que tout le monde pense. En vérité, c'est bien évidemment pas vrai, parce qu'encore une fois, ils ne savent pas entretenir. Ils disent oui mais moi je ne veux pas ressembler au Jackson 5, l'afro, etc. Porter des cheveux crépus, ce n'est pas forcément ne porter que l'afro. Il y a tout un tas de coiffures que l'on peut faire sur cheveux crépus, qui sont très jolies, et qu'on ne peut pas faire forcément sur cheveux défrisés. Ensuite, les gens aussi me disent oui, mais porter ses cheveux crépus, c'est peut-être parce qu'on veut revendiquer quelque chose, ou on veut se prendre pour ci ou ça. Non, on peut très bien porter des cheveux crépus pour revendiquer quelque chose. On peut tout simplement porter des cheveux crépus parce qu'on trouve que c'est naturel, tout simplement. C'est comme ça que nous sommes nés, on veut juste sublimer ce que nous avons. Ensuite, il y a différents problèmes qu'il peut y avoir entre les filles en fait, qui portent les cheveux naturels et les filles qui portent les cheveux défrisés. Parce que souvent, les femmes qui portent les cheveux défrisés sont assez hostiles aux femmes qui portent leurs cheveux naturels parce qu'elles pensent qu'elles sont jugées par les femmes qui portent leurs cheveux naturels. Et moi, j'ai envie de leur dire qu'on ne juge pas les femmes qui se défrisent les cheveux, que nous-mêmes, nous l'avons fait pendant des années. On veut simplement leur expliquer qu'elles ont le choix. Moi, je n'impose pas aux femmes de porter leurs cheveux crépus. Je leur dis simplement qu'elles ont d'autres alternatives que le défrisage. Parce que beaucoup de femmes portent leurs cheveux défrisés parce qu'elles pensent que c'est la seule manière d'entretenir leurs cheveux. Moi, je leur propose, de par mon livre et de par mes activités, je leur propose une autre solution, c'est-à-dire porter leurs cheveux naturels de manière vraiment sublime. Voilà, tout simplement. Et,
Alors ensuite, donc, et c'est vrai aussi qu'il existe parfois des femmes qui portent leurs cheveux naturels qui sont aussi assez arrogantes et qui vont se moquer ou insulter les femmes qui se défrisent les cheveux. Souvent, il y a des femmes naturelles qui pensent que parce qu'elles portent leurs cheveux crépus, elles sont plus africaines ou elles ont une plus grande négritude que les femmes qui se défrisent leurs cheveux. Et je dis aussi non, il y a des femmes qui portent leurs cheveux crépus juste parce qu'elles veulent porter leurs cheveux crépus. C'est pas qu'on se sent plus africaine ou qu'on se sent mieux que les autres, c'est tout simplement qu'on est en accord avec nous-mêmes. Moi par exemple, si j'ai arrêté de me défriser les cheveux, c'est parce que bon, quand je suis à Paris, j'ai toujours fréquenté en fait les milieux afrocentristes, panafricains, etc. J'ai tous fréquenté. Et donc je me suis dit, je ne peux pas continuer en fait à prôner les valeurs de la Renaissance africaine, les valeurs de l'estime de soi, et continuer de dénaturer une partie de moi-même. Ce n'est pas cohérent de vouloir voilà, que l'Afrique se relève et ne pas pouvoir s'accepter moi en tant que noire, en tant qu'africaine. Donc tout d'un coup, j'ai décidé d'arrêter le défrisage et j'ai fait mes recherches pour savoir comment nos ancêtres entretenaient leurs cheveux, quels produits ils utilisaient, comment faire, ce qui m'a mené à l'écriture de cet ouvrage. Donc, ensuite, sur les cheveux naturels, vous avez différentes coiffures simples que vous pouvez faire. Donc, tout simplement attacher les cheveux, porter l'afro. On peut faire toutes les tresses que l'on veut. On peut vraiment se coiffer à notre guise. On peut faire des rastas si on le souhaite, sans serrer les cheveux. On peut mettre des mèches si on le souhaite, c'est pas gênant les mèches, ça va permettre aux cheveux de tenir peut-être plus longtemps, mais on peut vraiment se coiffer comme on veut. Ensuite, il y a aussi la problématique des locks. Alors les locks, je crois que les locks sont encore plus mal vus en Afrique que porter ses cheveux naturels. Pourquoi est-ce que les locks sont mal vus? Souvent on pense que les personnes locksées sont des fous, sont des gens qui n'entretiennent pas leurs cheveux, que c'est sale, etc. Non, les locks c'est simplement les cheveux qu'on n'a pas coupés et qu'on a tournés qui font qu'ils vont rester longs. C'est que ça des locks. Par exemple, il y a une île qui s'appelle l'île de la Dominique. Et dans les années 50, en fait, les policiers tuaient les hommes qui portaient des locks, juste parce qu'ils portaient des locks, parce que c'était un symbole de délinquants, de gangsters, de voleurs, etc. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué. Porter des locks, comme le monsieur là-bas, sont très jolis. Le Mumba, le Mumba. C'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose aussi qui est très beau. Les locks, c'est un véritable entretien, c'est beaucoup de travail et de patience, il faut tourner, il faut savoir comment faire, etc. Donc les locks, c'est pas une coiffure sale, c'est une coiffure africaine, c'est une coiffure très jolie. Et voilà, je trouve que les hommes qui portent des locks ont une aura, peut-être que d'autres n'ont pas. C'est vraiment quelque chose de très joli. Et les femmes aussi qui portent des locks, je trouve qu'elles ont ce corps entier qui leur sied à merveille. Voilà, donc les locks ne sont pas une coiffure sale ou mauvaise comme les gens le pensent. Alors ensuite, pour les différents produits que nous pouvons utiliser, donc tout à l'heure je vous le disais, vous avez ici par exemple l'huile de maïs, l'huile de coton qu'on utilise. Vous avez aussi, on peut aussi, il y a aussi l'huile d'arachide qu'on peut fabriquer très bien. D'ailleurs avec ma tante, on va fabriquer de l'huile d'arachide prochainement. Qui est là. Voilà, elle va me montrer bien comment fabriquer l'huile d'arachide, de presser les graines, de récupérer l'huile, et ça on peut très bien l'utiliser pour les cheveux, ça permet vraiment de nourrir les cheveux de manière efficace. Ensuite, vous avez différents beurres. Le problème, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas d'usine de transformation de ces beurres. Les papayes que vous voyez, que vous mangez, on jette les graines. Alors que c'est dans ces graines que quand on les presse, on trouve l'huile de papaye. L'avocat que vous mangez, vous jetez le noyau. Alors que c'est dans ce noyau que contient le beurre d'avocat. La menthe que vous mangez et que vous jetez, dans ce noyau contient le beurre de menthe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire à la main, il faut des machines, il faut une industrie, et malheureusement, tout ça est gâché. Donc on peut trouver du beurre de menthe qui, par exemple, provient d'Asie ou même d'Afrique, mais c'est quand même très rare. Alors qu'ici, on a vraiment tout ce qu'il faut. On peut aussi trouver du beurre de cacao, qui est un très bon beurre. On trouve aussi du beurre de Congo, qui provient du Ghana. Par exemple, on trouve aussi en Côte d'Ivoire. La pharmacopée africaine est extrêmement riche. Malheureusement, on ne met pas ça suffisamment en valeur. Ouais, on ne met pas ça suffisamment en valeur.
on n'a pas besoin, voilà, c'est triste, on n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit, parce qu'ici, on a tout. Moi, souvent, les gens me disent, pourquoi tu ne viens pas avec des produits, on veut des produits, et moi, je leur dis, non, vous n'avez pas besoin de produits, vous avez déjà tout ici, c'est moi qui viens ici pour chercher les produits et repartir avec. Et vous voulez des produits pétrochimiques qui ne vous font aucun bien. Ici, vous avez des produits biologiques qui sont vraiment parfaitement adaptés, qui ne feront aucun mal. Et donc, je préfère vraiment que les gens utilisent ces produits-là, parce que ce sont des produits qui proviennent de chez nous et qui sont forcément, quoi qu'il arrive, adaptés à nous. Si l'huile sort du sol africain, c'est parce qu'elle est forcément adaptée aux cheveux africains ou à la peau africaine. Vous avez par exemple l'huile de melon du Kalahari. C'est une huile que donc c'est dans le désert du Kalahari qui a la particularité de donner de l'éclat à la peau noire. C'est-à-dire qu'une personne blanche qui utilise cette huile, ce sera très bien, mais ça ne lui apportera pas un éclat. Là que cette huile-là donne vraiment de l'éclat, de la lumière à la peau noire. Donc c'est une huile qui provient de chez nous et donc qui est adaptée à nous. Vous avez l'huile de Kalba, on trouve aussi par exemple au Congo, vous avez l'huile de Polo, vous avez, voilà, il y a plein. Vous avez aussi par exemple l'huile de Moringa, aussi qu'on trouve beaucoup aussi au Sénégal. Vous avez aussi l'huile de Touloukona, qu'on trouve aussi au Sénégal. C'est une huile très amère, mais qui est vraiment super pour les cheveux. Donc nous on appelle ça, voilà, c'est vraiment une très bonne huile. Ouais, exactement. C'est aussi voilà, une huile très médicinale. Vous avez aussi l'huile de sésame, qu'on trouve facilement aussi, on trouve beaucoup aussi au Sénégal, qui est une très bonne huile. Vous avez, voilà, il y a vraiment tout un tas de choses que l'on a sur place qui permet vraiment de traiter le cheveu. Voilà. Ensuite, pour finir avec ce petit exposé, donc j'aimerais dire que porter ses cheveux crépus aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas un acte anodin, c'est forcément un acte militant. C'est parce qu'on veut sortir des canons de beauté que nous ont imposés d'autres personnes, alors qu'on leur a absolument rien demandé. On a mis la femme et les hommes noirs plus bas que tout, alors que moi personnellement je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme noir. Les hommes blancs, c'est pas forcément. Et après, chacun son truc, hein. C'est vraiment une question de goût. Et je pense qu'il faut vraiment valoriser ce que nous sommes et pas forcément toujours vouloir imiter ce qui est ailleurs. Les blancs, ils ont leur beauté, ils ont leurs choses. On ne pourra jamais devenir blanc, donc cessons de vouloir les imiter parce que ça ne nous convient pas. Sachons plutôt sublimer ce que nous avons, sachons plutôt mettre en valeur ce que nous avons. C'est comme se blanchir la peau, tout ça, ce sont exactement les mêmes problématiques de complexe et d'aliénation. Vouloir changer ce que nous sommes. On ne deviendra jamais blanc, les blancs ne deviendront jamais noirs, donc que chacun fasse tout pour être le plus beau avec ce qu'il est. Voilà. Grand merci à la sœur Nature Ébène, et j'ai très bien apprécié l'intervention, je pense que tout le monde en a fait de même. On va passer à une série de questions et elle se fera un plaisir d'approfondir certaines questions. J'espère qu'il y aura beaucoup de sœurs qui vont intervenir, qui pour contribuer, qui pour poser des questions, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Merci. Bonsoir à tous. Et merci encore pour l'exposé. Je regrette vraiment que mes deux sœurs ne soient pas là. Parce que j'ai été la première à la maison à me couper les cheveux. Pas pour des raisons d'idéologie, mais j'avais remarqué qu'à chaque défrisage, j'en perdais un peu plus. Et plus je me défrisais, plus mes cheveux, je n'avais plus les cheveux noirs, ils devenaient roux. Donc j'ai décidé de couper les cheveux. Ma soeur a suivi un an après, mais je rêve que du jour elle pourra se les redéfriser à nouveau. Et ma petite soeur a carrément ses cheveux défrisés. Donc je regrette vraiment qu'aucune des deux ne soit là aujourd'hui. Parce que ce que vous avez dit, je ne pense pas que je puisse le leur restituer aussi bien. Maintenant, j'ai une question. Je souffre particulièrement du problème des pellicules sèches. Donc, généralement, j'ai des croûtes blanches sur la tête. Vous avez parlé de l'huile de Nîmes qu'on peut trouver au Sénégal. Au Cameroun, quelle huile est-ce que je pourrais utiliser pour remédier au problème? Et la deuxième question, c'est le livre. Où est-ce qu'on pourrait se le procurer? Merci. Alors, tout à l'heure, comme je vous l'indiquais, les pellicules souvent sont dues à un champignon qui s'appelle le Pityriasis. Alors avant de vouloir utiliser une huile, il faut déjà savoir est-ce que c'est un problème de champignon que vous avez ou est-ce que c'est un problème de produits récurrents que vous utilisez. Par exemple, il se peut que vous utilisez un shampoing qui ne vous convient pas ou un produit qui ne vous convient pas. Et le fait d'arrêter d'utiliser ce produit-là va faire que les pellicules vont s'arrêter. Donc déjà, il faut essayer de comprendre dans tous les produits que vous utilisez ce qui peut causer ces pellicules
des huiles essentielles qui sont antifongiques. Par exemple, l'huile essentielle d'arbre à thé. Ça, je pense qu'on peut aussi en trouver. Il faut vous rapprocher peut-être des producteurs d'huile essentielle qu'il y a au Cameroun. Je sais qu'il y a un très bon laboratoire dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle quelque chose, j'ai oublié, qui lui fait vraiment de très bonnes pommades, de très bons produits à base d'huile essentielle, notamment différentes qui sont antifongiques et qui peuvent aider à traiter le cuir chevelu. Donc il faut vraiment essayer de comprendre la cause de la pellicule avant de vouloir trouver une solution. Parce que si c'est un champignon, si c'est un produit, si c'est du stress, si c'est psychologique, ça ne se traite pas de la même manière. Voilà. Oui, et le livre, en fait, j'ai quelques exemplaires ici pour ceux qui voudraient se le procurer. Oui, juste pour répondre à sa préoccupation. L'huile de Nîmes, je connais quelqu'un qui fait la ligne du Nord Cameroun. J'ai acheté d'ailleurs du miel chez lui récemment, 5 litres de miel. Il a du beurre de karité aussi. J'ai du beurre de karité d'ici. Parce que à l'époque aussi, j'essayais de voir est-ce qu'au Burkina Faso, et ainsi de suite. Mais on m'a dit que l'un des meilleurs beurres de karité se fait ici. Bon, malheureusement, il n'est pas encadré pour que la production se fasse un peu plus au niveau industriel, comme au Burkina par exemple. Mais l'huile de Nîmes aussi, le monsieur en question en a. Donc, je ne sais pas s'il en a encore, mais il en a ramené. Bonsoir. Bel exposé. Merci. Merci. Moi, mon problème est ailleurs. Mon problème, j'ai des cheveux naturels. Et c'est ailleurs. J'ai constaté que tout le temps, il fallait défriser. 2 semaines, c'est juste 2 semaines. Si j'ose ne pas défriser à cette date-là, tout se casse. Parce que mon cheveu, il est très dur à la base. Dès que je défrise 2 semaines, je n'ai que 2 semaines pour recommencer. Alors moi, je n'ai rien compris. Et je préférais arrêter avec les défrisages. Autrement, je mets les rastas quand je suis fatiguée, quand je ne veux plus baigner, reprendre, tout le temps. D'ailleurs, allez, chez quelqu'un, s'il te plaît, défrise-moi. Ou alors aller au salon, parfois il y a beaucoup de gens. Et ça me stressait, ça me prenait du temps. Et puis ça me faisait des dépenses que il fallait tout le temps revenir. Puis, avec mes cheveux, cette fois-ci c'est une hérédité, je ne sais pas comment dire ça. Moi, ma maman se tressait. Alors moi j'ai pris cette habitude. Parfois je lui disais que maman, mais comment nous sommes ensemble, mais tu n'arrives pas à me dire de tresser les cheveux, elle me dit, prends les peignes et puis vas-y. Mais sinon quand je suis là, elle se presse. Alors moi-même j'ai pris cette habitude-là. Là maintenant, c'est moi-même qui ai attrapé mes cheveux pour commencer. Quand je passe quelqu'un me regarde, certaines fois me disent c'est bien, moi je ne sais pas si c'est de l'ironie. Oh, elles me disent ça, je crois. Non mais c'est bien fait. On ne fait plus ça maintenant. Et vraiment, la dernière fois, j'étais à l'hôpital, j'accompagnais une de mes grands-mamans, qu'une femme, une infirmière, me disait, non, on ne fait plus ça ici chez nous. C'est bien fait. Je lui ai dit que moi, je crois que ce n'est pas de l'ironie ce que vous me faites là, madame. Parce que plus d'une femme me le dit, mais personne, je vois ça sur la tête de personne. Donc, certains vont même croire que c'est parce qu'il me manque peut-être, je ne sais pas, les défrisants partent de 500 francs, je ne sais pas trop combien. Certains se disent que parce que tu ne peux pas t'acheter un pot en gamme, je leur ai dit de me laisser les gros noms. Moi, quand je veux, j'entre dans des très bonnes places, là où il y a de très grands enfants d'Afrique. Même si c'était les Européens, moi j'entrerais avec ma tête comme elle est. Alors, moi j'entre partout avec ces cheveux comme vous les voyez, que je sois pauvre ou que je sois riche. Sinon, la décision, elle vient de moi. Et j'ai encore pensé que tout le temps, si je suis même allée dans des milieux pareils, je ne sais pas si il y a quelque chose, je ne sais pas comment dire ça. Il y a... Ça m'énerve que de voir que nous sommes tout le temps en train de traîner derrière une fille qui n'est pas la nôtre. Ça m'embête. À tous les niveaux, nous sommes derrière. Quand si je commence à parler Bassa maintenant, je parle dans ma voix, mais c'est difficile pour moi de parler français sans changer de voix. Parfois, quand j'appelle quelqu'un au téléphone,
Je parle avec lui, après il appelle peut-être ma belle-sœur pour lui demander qui a répondu au téléphone. Ce n'est pas... Mais si vous allez chercher la personne qui a parlé au téléphone, ce n'est pas moi. Je vais rebondir sur une chose, une interrogation que vous m'avez faite. Vous avez dit que quand vous ne défrisez pas les cheveux, ils se cassent. Alors effectivement, c'est vrai. Quand on ne défrise pas ses cheveux, les cheveux se cassent. Et ça s'explique. En fait, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça fonctionne. Quand vous laissez les cheveux repousser un petit peu, peut-être 1 mois, 2 mois, entre 2 défrisages, quand vous faites des soins, en fait, vous lavez les cheveux, vous mettez du beurre, vous mettez de l'huile, tous les nutriments, toutes les bonnes choses vont aller aux cheveux naturels, c'est-à-dire à leur repousse. Et parce que la repousse, c'est vraiment ça elle a vraiment besoin de ces produits-là. Le cheveu défrisé, qui, on va dire, lui, déjà est mort, est en très mauvaise santé, lui, il ne bénéficie pas des nutriments que prend la partie, on va dire, entre guillemets, vivante, c'est-à-dire le cheveu naturel. Donc le cheveu naturel prend tous les nutriments, ce qui fait que le cheveu qui est au bout, donc défrisé, lui, va casser et va tomber. Donc évidemment, le défrisage, en fait, c'est un cercle vicieux. Quand vous défrisez vos cheveux, ils se cassent. Quand vous arrêtez de vous défriser les cheveux, ils se cassent. D'où l'intérêt de couper une bonne fois pour toutes, et là, vous êtes sûr qu'ils ne vont plus se casser. Voilà, comme ça. C'est bon, les femmes. Bonsoir à tous. C'est leur conférence. Je suis ici aujourd'hui parce que un ami à moi m'a traîné de force parce qu'il a décidé que je devrais avoir des cheveux naturels. Bon, c'est vrai que j'y pensais depuis un certain nombre de temps. Du coup, j'ai vraiment apprécié l'exposé. J'ai beaucoup appris d'ailleurs. Donc, naturellement, je veux dire, à la base, j'ai des cheveux hyper secs. Secs et vraiment cassants. Donc, vous avez parlé d'igname, extrait d'igname. Je ne sais pas comment on devrait l'utiliser sur nos cheveux. Et puis le bissap. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est le liquide qu'on met sur les cheveux? Est-ce que c'est les feuilles qu'on devrait écraser? J'aimerais que vous m'expliquiez un peu tout ça. Alors que ce soit pour le bissap ou pour l'igname, vous avez dans chaque plante, dans chaque produit, vous avez un principe actif. Donc quand vous prenez un produit, une plante, elle a son nutriment. Vous avez les feuilles, les fleurs, des choses qui ne servent à rien, par exemple, et vous avez le principe actif même de la plante. Pour extraire ce principe actif, on l'extrait dans ce qu'on appelle des solvants. Vous avez l'eau qui peut être un solvant, comme par exemple vous buvez du thé ou une tisane, vous plongez des plantes dans de l'eau et pour en fait boire ce qu'il y a de bon. En fait, l'eau du thé aura servi de solvant pour récupérer les principes actifs de la plante que vous avez utilisée. Après, vous avez d'autres solvants comme la glycérine par exemple. La glycérine, c'est aussi un solvant. C'est-à-dire que quand vous plongez une plante dans de la glycérine, en fonction de la plante, les principes actifs vont se retrouver dans la glycérine. L'alcool aussi est un bon solvant. L'alcool éthylique, pas l'alcool modifié. L'alcool vraiment naturel éthylique est aussi un solvant des principes actifs. C'est ce qu'on appelle par exemple faire une teinture. Pour faire une teinture, on plonge une plante. Par exemple, si vous voulez faire une teinture de bissap, prenez quelques feuilles de bissap et vous les plongez dans de l'alcool pur. Vous laissez macérer quelques semaines et ensuite vous enlevez les feuilles et là vous vous retrouvez avec une teinture de bissap. C'est-à-dire que les principes actifs compris dans la fleur vont se retrouver dans l'alcool. Ensuite, pour l'igname, par exemple, si on veut faire ça vraiment de manière artisanale à la maison, on peut très bien le faire comme ça. Pour très bien couper et prélever de l'igname, alors je vous conseille d'abord de faire sécher l'igname. Parce que si vous prenez un igname frais, en fait, il risque de pourrir et de moisir dans le solvant. Donc, faire sécher d'abord l'igname, ensuite le plonger dans une solution, soit par exemple d'eau ou de glycérine ou d'alcool. Et vous laissez macérer quelques semaines. Ensuite, vous récupérez le filtrat, et là-dedans, vous aurez les principes actifs du bissap ou de l'igname, par exemple, qui sera compris dans ce produit-là. Et ce produit-là, vous pouvez très bien l'appliquer sur la peau ou les cheveux. Par exemple, quand vous faites votre shampoing, ou si vous avez par exemple un petit vaporisateur, vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous mettez quelques gouttes de l'extrait que vous avez fabriqué, et vous vaporisez sur les cheveux. Ça peut très bien marcher comme ça. Excusez-moi, je vais d'abord commencer par remercier Tableau de Nature et Pêche pour la qualité de son exposé. Tout ce que moi je voulais dire, c'est d'abord, j'ai remarqué que de manière générale, c'est nos propres frères qui sont ceux qui veillent
à ce que nous restions dans les carcans que le colon a placés pour nous. Par exemple, si moi, j'arrive dans un milieu où il y a des leucodèmes, les leucodèmes ne s'offusqueront jamais du genre, ce n'est pourquoi il a les cheveux comme ça. C'est plutôt quand je suis avec mes frères nègres que quelqu'un dit, mais c'est quoi ces cheveux-là? Il faut les couper, il faut les cacher, il faut, ça ne pas responsable et comme ça. Je demanderais déjà à tous ceux, il faut passer le message, tous ceux qui ne peuvent pas garder les cheveux, qui ne veulent pas garder les cheveux, ils sont pas obligés de tirer sur ceux qui en ont, de manière générale. Celles qui ne veulent pas défriser leurs cheveux, celles qui veulent garder leurs cheveux défrisés, ils ne sont pas obligés de tirer sur celles qui ont des cheveux naturels. Et je voudrais apporter une simple analyse. J'ai l'impression qu'il n'y a que dans le pays des nègres, aujourd'hui, que le fait que les hommes se rasent la tête est institutionnalisé. Nulle part ailleurs c'est comme ça. Que ce soit chez les Asiatiques, que ce soit chez les Lycodèmes, même chez tout le monde, tous les hommes des autres peuples ont leurs cheveux sur le crâne, de manière générale. Il n'y a que chez nous qu'on se rase la tête. Et de manière générale, chez ces peuples-là, avoir des cheveux sur la tête, c'est plutôt vu de manière très positive. Très positive. Chez les Lycodèmes, ceux qui ont les cheveux rasés, généralement, sont considérés comme des voyous, contrairement à ici. On les traite de hooligans, des gens qui aiment les problèmes, qui bagarrent, les skinheads, les néo-nazis, qui ont, c'est très bien l'image que les nazis ont en Europe. Par exemple, chez les Asiatiques, en Chine ancienne, par exemple, plus tu avais les cheveux, plus tu étais considéré comme grand noble. Même chez les barbares, celui qui avait les cheveux sur plus tu avais les cheveux, plus tu étais considéré comme fort. Parce que quand tu perdais un combat, tu te les coupais. Donc plus tu avais les cheveux coupés, plus tu étais considéré comme une lopette, puisque chez eux c'était la force qui primait plus que tout. Et dans certaines cultures, dans certaines sociétés africaines, surtout du côté du Mbam, mon grand-père me raconte que dans le village, c'est que des histoires que son père lui racontait, quand quelqu'un avait fait des conneries, il était banni. Et comme preuve de son bannissement, pour qu'il ne soit pas intégré dans une autre société rapidement, on lui rasait la tête. Donc quand tu arrivais dans une nouvelle communauté, on te voit avec le crâne rasé, on savait que ça c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de pas très bien d'où il vient. C'est quand tes cheveux repoussaient avec le temps que tu pouvais t'intégrer facilement à une société. Je voulais souligner que il faut déjà savoir que de manière générale, les cheveux, j'ai suivi un documentaire d'un Congolais qui disait que les cheveux c'est des capteurs de quoi qui captent les énergies de... C'était sur Facebook, une vidéo qu'on avait postée, j'ai pas eu le temps de vraiment l'explorer. En fait, je voulais dire simplement, il faut qu'on arrête de tirer sur ceux qui font les trucs de laisser leurs cheveux naturels. Merci. Je voulais juste rebondir sur une chose que tu as dit et qui est vraie mais qui s'explique aussi. Quand tu disais par exemple que ce sont toujours les gens d'une communauté qui tirent sur les leurs. J'ai envie de dire que c'est normal parce que par exemple les Asiatiques se débrident les yeux. Toi, quand tu vas en Asiatique, tu ne comprends pas peut-être pourquoi est-ce qu'il a besoin de se débrider les yeux, parce que tu n'es pas dans sa société, tu ne comprends pas ses rites, ses coutumes, etc. Les Blancs qui vont te voir avec tes cheveux, eux déjà, ils ne savent pas que les Noirs ont un problème avec leurs cheveux. Donc lui, il ne peut pas te faire une remarque, parce que déjà, il ne sait pas que tu as un problème. Nous, les Noirs, on sait les complexes, les problèmes que nous avons. Donc on peut faire des réflexions aux autres. Mais les autres peuples qui ne connaissent pas nos problèmes, eux, évidemment, ils vont te voir avec tes cheveux, pour eux c'est normal. Donc c'est aussi pour ça que ces derniers ne font pas de réflexion. C'est pas parce que ce sont des gens très compréhensifs, des gens qui comprennent, c'est parce qu'ils ne sont pas au fait des problématiques et des problèmes que nous avons. Évidemment, ce sont les Noirs, ce sont nos frères qui vont nous dire tes cheveux sont comme ci, tes cheveux sont comme ça. Un Blanc ne viendra jamais me dire tes cheveux sont crépus. Déjà, il ne sait même pas ce que c'est qu'un cheveu crépus, il n'est même pas averti, il n'est même pas au courant qu'on a un problème avec nos cheveux. Donc c'était juste ce que je voulais dire, tu as tout à fait raison. Oh, yeah. Well, I would like to introduce myself. I am Mulem. And first of all, I would like to appreciate your lecture about treatment of hair. That's good. Nice.
And there is something, first of all, my understanding, and second, my question. Okay, my understanding about hair, that's great. But now I want to put it through men. Look at me. I'm growing. Look at my hair. Check it out. Do you get it? I am developing a kind of bad hair, losing hair. You get it? Of course. Okay, now I would like to ask you, look at men around you, and you are going to tell them the solution. We don't know what's happening. Very soon, I'm not going to get hair anymore. You get it? Okay. Now, my question is, tell us, or how are you going to solve our problem? Because it's a problem. Look at me, hair growing green, that is, I'm losing hair. Okay, now that's my question. Thank you. En français, c'est bon? En fait, j'ai déjà répondu à cette question-là. C'était la question de l'alopécie définitive chez les hommes, qui s'appelle la calvitie. La calvitie, en fait, c'est une perte de cheveux génétique. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui perdront leurs cheveux à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et d'autres hommes qui ne perdront jamais leurs cheveux. Tout ça, c'est génétique. Donc quand on parle d'alopécie définitive, donc de calvitie, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de produit miracle, en tout cas, il n'existe pas encore qui fera repousser les cheveux. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la seule manière d'avoir des cheveux, c'est de se faire des implants capillaires. Autrement, les cheveux, quand on est vraiment en calvitie, ils ne repousseront plus jamais. Donc il n'y a plus rien à faire. Franchement, je pète un câble. Je déteste la calvitie. Quand j'ai la cote à 70%. Ok, bonjour, c'est Tayo Kamge. Comme je disais hier, je suis en même temps responsable d'un établissement. Et dans le cadre du règlement intérieur que je me suis permis d'imposer à mes étudiantes, c'est qu'on doit avoir soit en termes de chevelure, soit on a des cheveux naturels, soit on a les dreadlocks, mais soit à la limite des rastas, mais pas des cheveux défrisés. J'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre ça parce que je n'avais pas de documentation, mais je voulais leur expliquer pas mal de choses, mais sur le plan technique, tout ce qu'il faudrait qu'elles comprennent qu'en tant que stylistes, n'est-ce pas, qu'elles sont supposées faire. Parce que bon, il faut dire que l'école que je me suis permis de créer, une école idéologique. Donc on y enseigne que, je veux dire entre guillemets, ce que nous voulons, ce que nous pensons de l'existence, mais pas ce que les autres pensent de l'existence. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas de document jusqu'aujourd'hui là pour leur expliquer le bien fondé, pourquoi il faudrait le faire et pourquoi. Donc je voudrais d'abord vous féliciter pour la documentation et vous dire merci de me l'avoir donné. Maintenant c'est un problème personnel. J'ai une jeune fille, pour sa maman défrise de ses cheveux, je ne sais pas quoi faire parce que je voulais donc savoir est-ce qu'il y a un produit pour les jeunes enfants, parce que sa maman me dit que, bon, puisque de toutes les façons, les cheveux sont crépus et qu'il faut bien tresser l'enfant et que c'est difficile, et donc elle fait le poil défrise, alors ça me tue, mais je n'ai pas de solution à lui proposer. Donc je voulais savoir s'il y a des produits particuliers pour les jeunes enfants. Et deuxièmement, toujours problème personnel, parce que ma femme a les cheveux qui sont grisonnants, et là aussi pour l'entretien, il se pourrait que ça demanderait un shampoing particulier, n'est-ce pas? Je voudrais savoir s'il y a un shampoing particulier pour les personnes qui ont des cheveux grisonnants et comment, si c'est naturel, comment faire pour l'obtenir. Merci. Alors déjà, je vais rebondir sur la première chose que vous avez dit. Donc d'une manière générale, je trouve aberrant qu'en Afrique, par exemple, les personnes qui apprennent la coiffure apprennent sur cheveux lisses. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse former des Africains à travailler le cheveu lisse. Ça veut dire que dès l'école, ils ne savent pas travailler le cheveu crépus. On leur donne des cheveux lisses. Quand j'étais au Sénégal, par exemple, j'ai formé une école de coiffure, des coiffeuses, en leur expliquant comment entretenir des cheveux crépus. Parce que je me dis, même les coiffeuses qui sont censées être
des gens qui s'occupent de nos cheveux ne savent pas entretenir leurs cheveux. Parce que lors de leurs études, on leur met que des cheveux lisses. Donc déjà, ça, il faudrait vraiment modifier cette chose-là. Ensuite, pour les enfants, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de produits qui vont forcément rendre leurs cheveux souples, faciles, etc. En fait, le souci n'est pas leurs cheveux, le souci c'est plutôt le manque de savoir-faire des personnes qui s'occupent de leurs cheveux. Ce sont deux choses différentes. Parce que dès l'instant où on pense que nos cheveux ont un problème, c'est fini, on ne peut plus jamais faire quoi que ce soit. Mais quand on pense que c'est nous-mêmes qui avons un problème de méconnaissance, on sait que l'être humain est perfectible, donc l'être humain va apprendre à s'occuper de ses cheveux. Donc les mamans qui ont des problèmes pour entretenir les cheveux de leurs enfants, grâce à des ouvrages par exemple comme le mien, où je leur donne plein d'astuces et de conseils à l'intérieur, ça pourra les aider à entretenir les cheveux de leurs enfants. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très dangereux et très malsain de défriser les cheveux d'un enfant. Et c'est suicidaire et c'est vraiment pas gentil. Parce qu'un enfant, il a le cuir chevelu très poreux. Il a la peau très fine. C'est-à-dire que tous les produits chimiques qu'on leur met dès la naissance, ça va rester sur leur tête. Moi, je pense que l'âge à laquelle on devrait commencer à se défriser les cheveux, si on le souhaite, il ne faudrait pas le faire avant 18 ans. Déjà, à 18 ans, c'est pas bon, mais le faire avant 18 ans, c'est pire. Des fois, je vois des petites filles qui ont 3 ans, 4 ans, qui ont des trous dans la tête. Moi, ça me fait mal au cœur de les voir comme ça. Ce sont des filles qui vont souffrir. Quand elles seront adolescentes, elles n'auront pas de cheveux. Elles vont voir leurs copines blanches ou autres qui ont des cheveux beaux et elles vont rêver de ça alors qu'elles ne les auront jamais. Donc, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment criminel de défriser les cheveux d'un enfant. Comme mettre des produits éclaircissants sur la peau d'un enfant, c'est criminel. On ne devrait pas. Il y a différentes coiffures à faire. Nos ancêtres ne défrisaient pas les cheveux des enfants. Ils faisaient autrement. On peut faire des tresses au fil, on peut faire même des rastas, c'est pas gênant. On peut faire des tresses collées. Il y a plein de choses à faire sans avoir à défriser les cheveux. Mais cette pratique est tellement ancrée dans nos habitudes qu'on a du mal à s'en défaire. Ensuite, pour Voilà, pour la deuxième question. Alors tout à l'heure, comme je vous le disais, la pigmentation des cheveux et donc de la peau donc, est liée à la mélanine. Et la mélanine, en fait, se retrouve sur le cortex, on va dire, de la tige capillaire. Donc la tige capillaire, c'est le cheveu, ça c'est la tige capillaire. Et donc ce qui colore, c'est le cortex. Quand le cheveu vieillit, quand nous vieillissons, on perd de sa mélanine. En fait, le cheveu se dépigmente. C'est pas qu'il n'a plus de mélanine, il se dépigmente à cause de la perte des cellules, etc. Donc quand on a les cheveux qui deviennent gris, c'est un phénomène tout à fait normal. Alors les personnes qui ne veulent pas avoir les cheveux gris, elles veulent essayer de colorer leurs cheveux, mais quand on colore ses cheveux, c'est souvent avec des produits chimiques qui sont très mauvais. Ensuite, il n'y a pas vraiment de produits spécifiques pour les cheveux gris, parce que les cheveux gris, ce n'est pas un type de cheveux. C'est simplement un cheveu qui a perdu de sa mélanine de par la vieillesse, tout simplement. Donc il n'y a pas forcément de produits spécifiques, seulement utiliser des produits naturels que l'on peut trouver facilement. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé. Il y a fait beaucoup de questions. La première chose, moi, savoir, c'est quelle est l'influence des épaisseur des cheveux sur leur apparence, leur structure. Ensuite, et deuxième question sous-jacente, s'il y a un effet d'épaisseur des cheveux, quelle est l'échelle qui sépare les cheveux d'un occidental, d'un africain, à l'intérieur même de l'Afrique, parce qu'il y a des gens de l'Est africain, même ici au Cameroun, il y a des gens qui ont les cheveux un peu moins frisés que d'autres. Voilà, même lisses, voilà. Ou les Asiatiques. Et ensuite, au niveau d'où vient le cheveu, s'il y a différentes à ce niveau-là, couleur, et mélanine, je sais pas quoi, tout kératine, tout ça, comment on est passé du cheveu, parce que je sais comment on est passé de la peau noire à la peau blanche, par exemple. Donc comment on est passé, d'où vient le cheveu du blanc en fait? Est-ce qu'à l'origine, bon, je sais également qu'en Mélanésie, Nouvelle-Calédonie, Papouasie, les enfants jusqu'à 15-16 ans, pratiquement, ils ont les cheveux blancs. Voilà. Donc je veux savoir d'où viennent les cheveux occidentaux en particulier, et même chinois, mais occidentaux d'abord. Puisqu'on en vient d'Afrique. En fait, le cheveu, c'est comme la peau. La peau noire a évolué suivant les migrations et les conditions climatiques que les Noirs ont pu trouver lorsqu'ils partaient. Le cheveu crépus, c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu crépus pousse en volume et en hauteur, et c'est un cheveu qui a un calibre plus gros, plus épais qu'un cheveu caucasien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet de lutter contre les radicaux libres, donc les rayons ultraviolets du soleil. Donc le fait de porter, d'arborer une couronne, donc un afro,
C'est une barrière protectrice contre les rayons du soleil. Lors des migrations des peuples, quand l'Africain est monté vers le nord, il n'y avait plus de soleil, c'était vraiment la période glaciaire. Et donc, forcément, le cheveu, il s'est aussi adapté, tout comme la peau, il s'est raidi. Parce qu'il n'avait plus besoin de se protéger des rayons du soleil. Le fait aussi de se raidir, ça protège aussi les oreilles, du vent, du froid, etc. Donc c'est un peu la même chose. Donc quand le noir a perdu sa mélanine, il a aussi perdu les cheveux crépus qui ne lui servaient plus à rien. Tout simplement adapté aux nouvelles conditions climatiques. Par exemple, le fait de porter des cheveux longs, donc ça protège le cou, ça protège aussi voilà, toute la nuque, un petit peu, les oreilles, donc c'est vraiment pour ce genre de conditions. C'est la même chose que pour la peau. Et oui, en Afrique même. Alors après ça dépend. Ça dépend aussi des métissages qui ont lieu. Quand on prend par exemple les Somaliens qui ont les cheveux assez lisses, ça c'est dû au métissage. Ils n'ont pas forcément né avec les cheveux lisses comme ça. Pareil pour les peuls. Les peuls, alors il faudrait vraiment remonter pour savoir exactement à quel moment il y a pu avoir un métissage des peuls pour qu'ils aient leurs cheveux comme ça. Ou est-ce que les peuls, dès l'origine, avaient ce type de cheveux, on va dire un peu plus bouclés, un peu moins crépus? C'est à voir. Il y a aussi des Africains, des Bantou qui ont les cheveux lisses, qui sont nés comme ça. C'est comme il y a aussi des Noirs qui ont les yeux bleus. Ça, voilà, ça existe aussi. Donc ça peut être des causes génétiques, ça peut être aussi des défaillances qui arrivent et qui font que les cheveux sortent comme ça. Mais sinon, d'une manière générale, l'Africain a les cheveux crépus d'une manière générale. Ensuite, il y a différents crépus. On peut avoir les cheveux très secs, très crépus, moins crépus, un peu plus lisses, un peu plus bouclés. Après, aujourd'hui, c'est vraiment dû au métissage qu'il y a pu y avoir dans le temps. Bon, j'ai une intervention et puis une ou deux questions. Déjà pour le grand frère, pour la petite expérience, je suis allé une fois me faire nettoyer les cheveux et autres chez mon coiffeur. Et comme il partage la salle avec une dame qui est coiffeuse aussi, bon, je l'appelle coiffeuse. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de coiffeuse chez nous. Tout ce qu'elle sait faire, c'est défriser et poser des cheveux artificiels. C'est tout ce qu'elle sait faire, ça plus coiffer. Il n'y en a plus. S'il y en a, j'aimerais bien en rencontrer, mais il n'y en a plus. Ce sont les décoiffeuses. Je ne sais pas comment on va les appeler, mais il n'y en a plus. Il y en a plus, c'est malheureux, mais il y en a plus. Et donc, il y a une dame qui est venue avec sa fille de 2 ans pour la défriser. Je lui ai dit, madame, vous ne défrisez pas cet enfant. Je ne suis pas son père, mais vous ne défrisez pas cet enfant. Parce qu'à ce moment-là, je me comporte comme un enfant que je vois en danger et que je dois sauver. Donc, j'ai dû faire des problèmes avec la dame et je lui ai dit, appelez votre mari, dites-lui qu'il y a un homme ici qui vous empêche de défriser votre enfant et on verra ce qui va se passer. Elle n'a pas défrisé l'enfant parce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. La FDA, c'est vrai qu'on aime bien avoir des références qui viennent de l'autre côté. Food and Drug Administration, donc c'est l'organisme fédéral américain qui s'occupe du contrôle des aliments et des médicaments, qui a mené une étude qui a démontré que les défrisants font partie des principales causes, pas peut-être la seule et unique cause, mais fait partie des principales causes d'une sorte d'épidémie de fibrome utérin qu'on rencontre dont sont victimes nos sœurs, nos mamans et autres. Donc c'est un problème très grave. Et même des statistiques ont démontré que plus de 90% des malades de fibrome sont des noirs. Des études ont été faites en France, ont été faites ici, même au Cameroun. Beaucoup de femmes, je ne pense pas que vous pouvez arriver par exemple dans une réunion, une association de femmes de 15-20 femmes sans qu'il y ait au moins 30% ou le tiers, sinon plus, qui ont eu ou qui ont encore des problèmes de fibrome. Donc c'est un problème à prendre au sérieux. Et honnêtement, moi j'ai l'habitude de le dire, l'enjeu du cheveu naturel n'est pas seulement identitaire, il est sanitaire et même économique. Parce qu'il s'agit de la vie des nôtres, il s'agit de la vie de nos femmes, il s'agit de leur vie en fait. Parce que tout ce qu'on utilise comme produits chimiques sont extrêmement dangereux pour leur santé et n'en ont pas souvent conscience. Maintenant, pour ce qui est de la perception qu'on a, comme le jeune frère l'a expliqué, bon, ça dépend de chacun. Et moi, je dis toujours aux gens, il y a des gens qui me disent, oui, j'aime tes cheveux, je voudrais bien faire comme toi, mais voilà, machin. Je leur dis toujours, il faut qu'il y ait des raisons, au-delà de la raison esthétique, il faut qu'il y ait une raison idéologique. Il faut aussi que ce soit appuyé sur un référent identitaire, parce que ça permet de tenir face aux critiques,
face aux railleries, aux moqueries, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis cadre dans une entreprise, j'ai aucun problème avec mes cheveux. Hein. Même quand on m'appelle d'autres entreprises, me sollicitent, passer des entretiens et tout, j'ai absolument aucun souci avec ça. Si vous me dites oui, il faut couper vos cheveux, je dis non, restez avec votre boulot, je ne coupe pas mes cheveux. Ça fait partie de moi, c'est moi, tout simplement. Je n'ai pas à me justifier parce que on est tombé aussi bas que ça. C'est-à-dire que celui qui est lui-même, le noir qui est lui-même, doit se justifier pourquoi il est lui-même. Et ça, c'est très grave. Moi, je suis moi-même, ce sont mes cheveux naturels terminés. Je n'ai pas expliqué aux gens, non, c'est parce que je veux imiter X, c'est parce que j'ai vu ça, c'est pas... Non, ça fait des milliers d'années que les Africains portent ce type de coiffure et font d'autres coiffures assez différentes. Et même les femmes. Posons-nous la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour ma part, c'est un travail qui doit être fait. Au-delà de l'aspect esthétique, il faut étudier l'histoire de la relation que l'Africain a avec lui-même, a avec ses atouts physiques. Partant du cheveu à la couleur de la peau, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à partir de ça qu'on pourra proposer des solutions durables. Et je parle par expérience. Si tu prends le beurre de karité, tu mélanges à l'huile d'olive, tu mets sur les cheveux de l'enfant, tu les attaches pendant 30 minutes et tout, ensuite tu laves avec un shampoing, elle va les tresser sans que l'enfant ne pleure. C'est des petites choses simples qui sont accessibles. Ça, je parle par expérience. Non, l'expert est mieux placé pour compléter. L'huile d'olive n'est pas forcément la meilleure huile pour les cheveux crépus parce que souvent elle rend les cheveux crépus secs. Donc il y en a qui la supportent, mais la majorité des personnes ne supportent pas l'huile d'olive. C'est aussi comme l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une huile qu'on peut fabriquer soi-même très facilement, qui convient très bien à la peau. Mais l'huile de coco, souvent, elle assèche les cheveux crépus parce qu'en fait, voilà, une huile, c'est un mélange d'acide gras, on va dire, et donc l'huile de coco contient ce qu'on appelle de l'acide laurique, et utilisée à forte dose, ça a la capacité de assécher le cheveu crépus qui lui-même est déjà sec. Donc huile d'olive et huile de coco, alors ce ne sont pas forcément les huiles que je conseillerais en priorité, mais pourquoi pas l'huile de coton ou même l'huile de maïs qui, elles, sont très bien. Donc, je vais finir mon propos en passant un message un peu à nos sœurs et autres. Moi, je m'intéresse à ces questions-là parce que ça fait partie de nous et c'est par amour pour vous. Arrêtez de dire que c'est vous qui êtes au centre de notre société, ce n'est pas l'inverse. Donc, généralement, quand on aborde les sujets qui touchent les femmes ou l'esthétique des femmes, elles nous renvoient le problème. Elles prennent l'homme et le remettent au centre pour dire on le fait à cause de vous. Lorsqu'on dit à une femme, arrêtez de vous décaper, on dit non, on se décape à cause de vous. Elles nous remettent systématiquement au centre de leurs préoccupations, de leurs problèmes. Mais attendez, posons-nous la question, nos grands-mères, il y a encore pas longtemps, ne faisaient pas ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai envie de dire que les femmes sont souvent les utilisatrices et les hommes sont souvent aussi les prescripteurs. Parce que quand une femme claire passe, les hommes préfèrent les femmes claires aux femmes noires. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le thème commercial. Non, les gars, avouez, on salue, on vous a vu. Ce n'est absolument pas vrai, pour une raison très simple et qu'on peut observer. Est-ce qu'on peut nous montrer, est-ce qu'on peut nous démontrer de façon simplement statistique en disant sur 100 femmes claires de peau ou couleur coquille, comme j'aime le dire en m'amusant, il y a 98 qui trouvent des hommes qui sont mariés et sur les autres, il n'y a que 1%. Non! Je suis désolé, ce n'est pas une raison valable qu'on peut opposer. Ce n'est pas une raison valable. Pour la question des cheveux, on se rappelle tous, comme on dit, les premiers amours, ça commence au lycée et autres. Au lycée, on avait nos camarades qui ont des nattes, mais elles nous attirent, on les trouve belles, on va vers elles. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi quand on se retrouve à l'université, on les voit avec
touffes de cheveux en plastique bleu, vert, rouge, jaune, beige et tout, on ne sait pas trop quoi. Et la réalité, c'est que nous sommes dans un environnement où 90%, si on se balade, on peut faire l'expérience tout de suite, on se balade en route, on porte 10 femmes. 80% sur 10 femmes, 8% des femmes ont des cheveux artificiels. Qu'est-ce qu'on fait? On ne les écoute pas, on ne se met pas avec elles, on les laisse tomber. On va se retrouver avec 10 femmes. Si on s'attache véritablement à ce critère-là, on aura 10 femmes pour 1 million d'hommes. Parce qu'il y aura 80% de femmes, parce qu'elles ont des cheveux artificiels et autres. C'est ça la réalité aussi. Donc, je pense, je vais juste finir, comme ça vous allez. Je pense qu'il y a un véritable travail d'éducation à faire. Il y a un travail de construction mentale qu'il faut faire, surtout auprès des plus jeunes. Quelles sont les images qu'on leur présente? Moi, chez moi, on ne regarde pas les chaînes où on montre toutes ces stars, on ne regarde pas ça chez moi. J'essaie de mettre un environnement dans lequel les enfants se reconnaissent au maximum. Les poupées qu'on achète aux enfants, on n'en a pas l'impression, mais ça joue beaucoup. Pourquoi est-ce que chez nous, on a des poupées blondes dans les boutiques? Pourquoi? Alors qu'on est noir, on a des poupées. Pourquoi? Donc c'est un travail d'éducation d'abord qu'il faut faire. Au-delà de l'aspect simplement esthétique, il faut faire un travail d'éducation. Il faut qu'on réapprenne à nous aimer tels que nous sommes. Ça c'est véritablement important. Et c'est à partir de là qu'il y aura ce déclic-là. Moi j'aime mal qu'on soit réduit à créer des concepts comme nappy, comme ceci, machin, c'est bien, mais je trouve que ça montre à quel point on est tombé bas. Pour être nous-mêmes, on doit créer des concepts, on doit créer des justificatifs, ainsi de suite, simplement pour être nous-mêmes. Et ça, c'est grave, et c'est un travail qu'il faut faire. Merci. Ça, c'est vraiment... Je vous rappelle qu'il est né aux États-Unis. C'est lui ici. Moi, je Bon, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'exposé. Il a vraiment été formidable. Et j'ai une préoccupation. Nous voulons que nos femmes et nos sœurs puissent avoir des cheveux crépus. Mais puisque ces coiffeuses ne sont pas aptes à le faire, n'est-ce pas un blocage pour nos sœurs? Alors oui, c'est un blocage, mais ça dépend. Tout à l'heure, je parlais de transition psychologique, c'est-à-dire que c'est le moment où on se dit qu'on veut arrêter le défrisage. Et le moment où on arrête le défrisage, c'est-à-dire qu'on réfléchit à toutes ces problématiques. Pourquoi est-ce qu'on se défrise? Comment je vais faire ensuite? C'est à ce moment-là qu'on réfléchit. Moi, par exemple, à Paris, il n'y a pas de coiffeur qui coiffe les cheveux naturels. Donc, j'ai tout simplement appris toute seule à me coiffer. Voilà une alternative. Jusqu'au moment où il y aura des coiffeurs, des cours, etc., où les gens pourront apprendre à se coiffer. Mais pour l'instant, on peut apprendre soi-même à entretenir ses cheveux. Voilà. Bon, malheureusement, c'est la fin parce qu'on a les frères qui doivent faire une petite interview musicale pour qu'après le frère Lasconi puisse nous... Non, là, c'est pas la peine. Ok, donc une interview musicale et puis ce sera la fin. Merci. Oui, La Sony, on connaît ton jeu, on connaît. Tu fais ça pour le débat.